Oh, remember me, remember love, remember trying to stay together my time. Oh, you took it all, you tried to see, you tried to bring yourself up without involving me. It isn't fair to have you away, to try to get up and go, well, na, can't you see? It isn't fair. Monsieur Bazin, Monsieur Grémillon, cher public, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des Mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du groupe La Poste et du cabinet de conseil en stratégie opérationnelle Weave. Nous recevons donc ce soir le très classique Monsieur Grémillon à la tête d'une brillante start-up et l'original Monsieur Bazin à la tête d'un très classique groupe hôtelier. Ou l'art du contre-emploi. Monsieur Grémillon tout d'abord. Plus mystérieux qu'un B00, plus anonyme qu'une succession de chiffres. Monsieur Grémillon, nous n'allons pas vous le cacher, nous attendions à trouver un héros à la pointe de l'innovation. Or, à lire votre biographie, nous nous sommes quelque peu ennuyés devant tant de classicisme. On ne vous en veut pas. C'est peut-être la faute aux 20 soldats chargés de gérer la communication du groupe Airbnb dans le monde. Mais tout de même, rien. Aucune anecdote croustillante, pas de ces récits fondateurs, un CV parfait, presque trop parfait. Stan, l'ESSEC, Deloitte, McKinsey, la Silicon Valley, Harvard, ça manque un peu d'originalité, non? Aucun récit sur un living room partagé, sur les matelas gonflables échangés. Vous entretenez le silence. Mais fort heureusement, les services de renseignement de l'ESSEC sont puissants. Et nous sommes aujourd'hui en mesure de tout révéler. Nous avons donc décidé, Monsieur Grémillon, d'écrire votre propre storytelling. Nous espérons que cela vous plaira, c'est le fruit de nos fantasmes les plus profonds. Olivier Grémillon, c'est donc l'histoire d'un jeune homme un peu trop parfait. Tel un digne descendant de Montesquieu, il poursuit ses études sur les 12 terres de Seine-et-Marne au collège de Julie. Puis, de plus en plus fantasque, il choisit ensuite le lycée le plus yéyé et le plus dépravé de France pour faire ses classes préparatoires, le lycée Stanislas. À l'ESSEC, ce qu'il préfère, c'est passer des heures au local derrière son ordinateur à faire des missions de conseil chez ESE. D'ailleurs, Monsieur Grémillon, ne le prenez pas mal, mais nous avons trouvé une nouvelle asso à l'ESSEC. ESSEC Radin. Oui, parce que, avouez-le, 500 € de donation à la Fondation ESSEC, pour un grand patron comme vous, peut mieux faire. D'autant plus que c'est fiscalement déductible, Monsieur Grémillon. De l'ESSEC, justement, quels souvenirs gardez-vous? Les doux moments passés à l'école? Très vite, en effet, votre cœur s'émeut. Vous rencontrez Marie, future énarque, que vous épouserez par la suite. Mais, Monsieur Grémillon, quel grain de folie vous mène soudain hors des sentiers battus, chez Airbnb? Rien ne filtre. On vous l'a dit, une communication de fer. Vous concernant, Monsieur Bazin, nous nous sommes bien plus amusés. Tout se dit et tout s'écrit à votre sujet. Avec vos voitures de collection, votre club de foot, vos déjeuners aux Fouquet's, votre cambriolage à 100 000 €, ou encore votre fils qui a participé à Koh-Lanta. Il y a à boire et à manger pour la presse People. Mais nous avons tout de même été un peu déçus. Avec votre maîtrise de gestion Option finance. de la Sorbonne, vous êtes un des PDG les moins diplômés du CAC 40. Une question se pose alors. Comment avez-vous été propulsé à la tête du groupe hôtelier Accor ? D'abord parachuté chez votre beau-père à New York, vous tombez au mauvais moment et après une carrière de trader abrégée, le mal du pays vous prend. L'air du 16e vous manquerait-il ? Place au premier contact avec le monde d'hôtellerie quand vous faites la rencontre de Clément Vaturi, un promoteur italo-égyptien. Pris sous son aile, vous dirigez l'immobilière hôtelière. Le vol est de courte durée, puisque, après un désaccord stratégique avec votre patron, vous claquez la porte. Au bon moment, puisqu'il sera peu après condamné à 2 ans de sursis, de prison avec sursis, pour une histoire de fausse facture. Mais comme à chaque fois, vous rebondissez grâce à un réseau hors du commun.
Colonie Capital vous ouvre ses portes pour se développer en France, puis pour piloter les activités Europe. Redoutable négociateur, vous revendez à prix d'or des actifs que vous avez fait fructifier, à l'exception du Paris Saint-Germain. En effet, d'après la formule consacrée, le PSG, c'était surtout 5% de votre temps et 95% de vos ennuis. Pas de plus-value quand vous cédez le club aux Qataris. Pire, vous n'obtenez pas l'exploitation du Parc des Princes comme vous le vouliez. Mais Colonie Capital, c'est surtout des parts dans Accor, Carrefour, des tours à la Défense et même des vignes. Et quant au patron des différents groupes dont vous êtes administrateur, Bazin ne vous résiste. C'est ainsi qu'Espaliou, Pélisson, Hennequin ou encore Olson voient leur siège éjectable actionné. Un saut périlleux qui, fort heureusement pour eux, est souvent amorti par un parachute doré. Votre credo, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. D'où votre décision de prendre la tête d'Accor à l'été 2013 et de quitter vos fonctions chez Colonie Capital. Le serpent K, auquel on vous compare souvent parce qu'il suscite crainte et respect, perd alors sa peau pour muer en Bazin l'industriel, celui qui n'hésite pas à mouiller la chemise en traversant la piscine Molitor tout habillé. Diriger 160 000 personnes, même pas peur. Mais là où on s'attendait à un Warren Buffett endimanché, on trouve un Steve Jobs qui n'hésite pas à poser en t-shirt et pieds nus devant un parterre de financiers pour défendre sa stratégie digitale. Rachat de start-up, lancement d'applications smartphones, développement de services digitaux. Surtout, vous ne manquez pas d'air quand il s'agit de critiquer ce qui a été fait par vos prédécesseurs en termes de transformation numérique. Heureusement, jusqu'ici, vous avez eu le vent en poupe. En témoignent les excellents résultats pour l'exercice 2014. Mais vous n'êtes pas serein, monsieur Bazin. Vous dormez mal le soir. Oui, car malgré toute votre bonne volonté, il y a quelqu'un qui ne vous veut pas du bien et contre lequel vous êtes vent debout. Auriez-vous peur d'Airbnb ? Ah, Airbnb. C'est une nouvelle terre promise, le micro-entrepreneuriat pour tous et bien plus encore. L'économie du partage, de nouvelles communautés collaboratives, une transformation de la façon de voyager, l'optimisation des ressources. Tu imagines, Armand ? Tu peux dormir dans une cabine de téléphérique, ou à même le sol, te faire cuisiner des strudels, te faire découvrir les apéros pétanques le long du canal de l'Ourcq. On comprend mieux pourquoi vous dormez mal, monsieur Bazin. Une valorisation estimée au-dessus de celle d'Accor, un nombre de réservations supérieur à celui des hôtels Hilton, et tout cela sans posséder un lit. Alors, est-ce la fin du capitalisme ou son aboutissement ? Une nouvelle économie fondée sur la confiance et le partage, ou bien le dernier avatar du libéralisme ? Avouez que c'est un coup de génie. Car Airbnb, c'est aussi l'exploitation d'un gisement jusque-là inexploité, d'augmentation de la productivité du capital. Comment faire fructifier nos logements, nos objets, jusqu'à notre temps libre, faire fructifier le capital dormant au-delà des espérances. Et c'est aussi une entreprise qui n'a quasiment pas besoin d'investir. Les propriétaires de biens immobiliers le font à sa place. Pas besoin de gérer du personnel non plus. Les propriétaires font tout le travail. Une entreprise quasiment sans capital et sans personnel, le rêve. Et sans la mauvaise conscience de l'affreux capitaliste qui exploite son prochain. Génial, on vous l'a dit. À présent, cher public, chers invités, nous vous souhaitons un excellent débat. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Donc tout d'abord, nous sommes vraiment ravis de vous rencontrer et que vous ayez accepté notre invitation. Vous avez le droit à une rapide réponse suite aux portraits qui ont été dressés. Donc si vous avez quelque chose à ajouter ou à nier, c'est le moment. En ce qui me concerne, tout était vrai, donc c'est bon. Je pensais avoir donné que 300 € à la Fondation ESSEC. Il paraît que c'est 500, donc... Non, moi c'était vrai, c'était pas très flatteur, mais c'était vrai. Non, mais je suis content parce que je dors bien depuis très longtemps. Je dormirai encore mieux après avoir rencontré Olivier ce soir. Donc, Merci de nous avoir rassurés. On va rentrer dans le vif du sujet. Quand on vous voit tous les deux sur scène, on pense à Accor, le géant français de l'hôtellerie, Airbnb, la start-up de l'économie collaborative. Est-ce que vous vous définissez comme des concurrents ? non, enfin réponse non. Je le dis à Olivier, je ne le connais pas. Hein, donc, et je ne suis pas venu ici pour dire des flagorneries, mais c'est très bien qu'Airbnb existe. C'est très bien que Uber existe.
C'est très bien à plein de titres. D'abord, ils ont une bonne idée. Deuxièmement, cette idée, elle va grossir, car Airbnb ne va pas s'arrêter. Donc, elle répond à un besoin. C'est global, ça va vite. Ça nous oblige, nous les vieux, à se remettre en cause, à réfléchir, à s'adapter, à se projeter. Et donc voilà, c'est un stimulateur pour la vieille économie. On est effectivement valorisé de manière complètement différente, et on va en parler de ça, hein, parce que c'est un des soucis, mais ça ne sert à rien d'être amer sur les valorisations boursières des unes et des autres, même si Airbnb n'est pas encore en bourse. Voilà, ça me booste, moi ça me donne un élan absolument incroyable, et en fait on est condamné à réussir, à coexister, parce qu'il ne va pas s'arrêter, et je ne vais pas m'arrêter non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Sûrement plein de choses. Est-ce qu'on va s'affronter? Sûrement aussi. Est-ce qu'on va avoir des clients communs? Probablement. Donc voilà, donc je ne suis pas de ceux, jamais de ma vie, je vais me retrancher derrière une législation fiscale, sécuritaire, handicapée. Tout ça, c'est du grand n'importe quoi. On doit s'adapter au monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, il est dans une révolution numérique gigantesque qui transforme tout. L'hôtellerie, comme tous les autres métiers, ceux qui vont s'adapter vont être des gagnants de demain, et tant mieux pour eux. Et ceux qui vont fulminer et demander une protection, ceux-là vont disparaître. Et tant pis pour eux. Voilà. Monsieur Grémillon. Non, mais je pense que tout le monde est déçu, là, parce que dès la première question, on est d'accord, donc ça va créer quelques déceptions dans la salle. Non, je pense qu'on n'est pas concurrent direct. Alors, il y a toujours un petit peu une personne qui aurait pu aller dans un hôtel Accor et qui va dans un logement Airbnb ou vice-versa. Mais fondamentalement, on est une offre complémentaire pour des usages différents, essentiellement. Ça peut être avec les mêmes personnes, c'est-à-dire quelqu'un qui, pour le travail, va aller au Sofitel Arc de Triomphe le mardi soir, et la semaine suivante, il utilisera Airbnb pour partir avec sa famille au bord de l'eau. Donc il y a vraiment des usages qui sont assez différents pour potentiellement les mêmes personnes. On voit qu'il n'y a pas une concurrence directe, les chiffres le montrent. Si on prend l'exemple de Paris, par exemple, où Airbnb, c'est notre première ville maintenant depuis quelques semaines, les hôtels, Accor ou autres, continuent à se porter très bien. Donc il n'y a pas une concurrence directe où l'un a nécessairement à perdre quand l'autre croît et vice-versa. Je pense qu'Accor regarde un petit peu ce qu'on fait, on regarde aussi bien sûr ce que fait l'hôtellerie et Accor en particulier, on a tous à apprendre les uns des autres. Donc le fait qu'un hôtelier ne soit pas soumis aux mêmes règles fiscales que l'individu d'Airbnb qui reçoit quelqu'un chez lui, aux mêmes normes, on le rappelle, l'hôtellerie est soumise à énormément de normes, de sécurité, d'accueil d'handicapés par exemple. Ça ne constitue pas en soi quand même une sorte de rivalité un petit peu déloyale pour l'hôtelier français? Vous avez abordé le problème fiscal tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on voit souvent, on entend souvent dans la bouche des hôteliers, c'est révoltant. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je peux donner mon avis sur les normes ou autres. On ne demande pas le même type de crash test à une patinette et à une voiture. Donc, je ne compare pas nécessairement une patinette et vous à une voiture. Mais il y a des normes qui sont différentes en fonction de quoi on parle. Les normes d'accessibilité, par exemple, dans l'hôtellerie, c'est avoir 1/11 des chambres qui sont accessibles. Nous, quand vous louez qu'une seule chambre, avoir 1/11 de votre chambre qui est accessible, c'est un tout petit peu compliqué. Ça ne veut pas dire que dans l'esprit de ce qu'on essaye de faire avec des lois sur l'accessibilité, par exemple, Airbnb n'a pas son rôle à jouer. Si vous regardez, par exemple, l'accessibilité, on a plus de 10% de notre offre à Paris qui est accessible, pas parce qu'on y a fait quoi que ce soit, c'est juste parce que les logements ont été construits en étant accessibles. Donc on arrive avec des normes oui, on n'a pas la même norme que l'hôtellerie, mais on arrive à un résultat qui est assez similaire. Sur la fiscalité, alors c'est la question qu'on nous pose depuis assez longtemps. Il y a un cabinet d'économistes qui a fait une étude assez récemment justement pour essayer de mettre quelques chiffres derrière tout ça. On a une fiscalité différente, encore une fois, donc on n'est pas, pour nos hôtes ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, à la TVA, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu. Donc c'est juste deux méthodes de calcul qui sont différentes. La question, c'est est-ce qu'ils payent plus ou moins d'impôts. La conclusion, on peut rentrer dans le détail si vous voulez, de cette étude était que sur une chambre qui est à 100 € dans un hôtel paiera à peu près 25 € de taxes diverses et variées, de prélèvements sociaux et autres. Et quand vous êtes un hôte Airbnb, via l'impôt sur le revenu et autres taxes, vous paierez entre 14 et 36 en fonction de votre taux marginal d'imposition.
Est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins? Ça m'a l'air d'être assez similaire, 14 à 36 versus 24. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas des sujets qu'on veut nécessairement éviter, c'est des sujets qui sont vrais, mais il faut comparer des choses comparables. Il y avait un sujet qui était sur la table depuis quelques temps, qui était la taxe de séjour, sur le fait que la taxe de séjour s'applique à l'hôtellerie, mais s'applique aussi à l'hébergement entre particuliers. La collecte de la taxe de séjour était pas vraiment à 100% en ce qui nous concerne, alors qu'elle est quand même plus proche de 100% dans le cadre de l'hôtellerie. Il y a une loi qui est en train d'être finalisée pour qu'on puisse collecter à 100% la taxe de séjour à la place de nos hôtes. Donc voilà, quand il y a des vrais sujets, c'est vrai qu'on est tout à fait d'accord pour discuter et travailler dessus. Après, il y a certains sujets qui sont plus de l'ordre du fantasme qu'autre chose. Mais du coup, on l'a rappelé en introduction, la valorisation d'Airbnb, qui n'est pas cotée en bourse, je le rappelle, est supérieure à celle d'Accor. Et finalement, est-ce que cette compagnie ne serait pas victime de son succès, dans la mesure où aujourd'hui, on a plus de particuliers qui louent leur logement que de demandes? Est-ce que finalement, l'avenir d'Airbnb, il est si rose que ça? Parce qu'on parle beaucoup de vous en ce moment, et le marché ne se porte pas... Alors, il y a plusieurs questions. On peut parler de la valorisation, et je suis d'accord avec Sébastien sur le fait que la valorisation d'une entreprise publique et d'une entreprise privée, ce n'est pas la même chose. Mais sur les logements, on a plus un besoin d'offres additionnelles que de demandes additionnelles, en fait. Dans la plupart des endroits où on a aujourd'hui 1 million d'appartements, de villas, de châteaux, ou quoi que ce soit dans le monde. On a plus un problème d'offres que de demandes. Donc on a suffisamment de demandes qui viennent. La croissance de notre demande est plus élevée que la croissance de notre offre. À Paris aussi? À Paris, qui est votre première destination? À Paris également. Alors Paris fonctionne très bien. On a 40 000 logements en Île-de-France, mais on a une croissance qui est plus faible en offre de chambres qu'en termes de demande. Monsieur Bazin? Non, moi je suis, dans tout ce qui est débat fiscaux et autres, d'abord je ne suis pas collecteur d'impôts et je trouve que on a trop opposé l'économie collaborative à l'économie traditionnelle en les comparant en fonction de règles, de législation, de taxes. Je trouve que ça n'a aucun intérêt, très franchement. En tout cas, pas beaucoup d'intérêt pour moi et puis j'imagine pour les gens qui sont dans la salle. Ce qui est important, c'est en tout cas, quand je me compare à Airbnb, c'est de parler en termes d'offres. Dès lors qu'Airbnb est sur ce qui a fait son succès, c'est-à-dire partage d'émotions, aller chez l'habitant, découverte de quelqu'un, découverte d'un lieu, d'objets, c'était toute l'idée. L'idée, elle est belle, elle est noble, elle est puissante et elle va se développer. Dès lors qu'on rentre dans une offre qui est complètement différente que la première dont je viens de parler, qui est l'offre de condominiums, d'immeubles entiers, de promoteurs immobiliers qui ont décidé qu'ils allaient avoir une rentabilité meilleure sur un bâtiment qui est froid, qui est clinique, qui ressemble à un hôtel, dont l'intégralité des lots sont donnés à Airbnb, alors là, oui, je me compare expressément à un hôtelier, puisque ça n'a rien à voir avec le concept de départ. Ça devient un concept industriel et ça devient un concept dans lequel, clairement, les législations en vigueur pour l'accès à ces clients de ce bâtiment qui est dédié à Airbnb, on doit être en mesure de se comparer l'un à l'autre. Et c'est tout le sujet que moi j'ai pour Olivier, c'est que on arrive aujourd'hui dans une quadrature du cercle qui est une idée noble, merveilleuse, émotionnelle, expérience, et qui fait une différence, à un modèle qui va probablement être victime de son succès, mais sur lequel ils trouveront sûrement la solution, c'est pour ça que je ne leur envoie pas la pierre, qui est de dire plus la valorisation boursière est importante, plus les revenus dégagés sont importants, plus ils vont être dépendants de cette offre dite industrielle, parce qu'elle est également très contributive, notamment sur la ville de New York, puisque les chiffres disent que c'est 40%, 50%, j'en sais rien, mais c'est en tout cas gigantesque. Comment vont-ils faire pour donner cette expérience, l'unicité aux clients dans des immeubles dont ils savent précisément qu'ils n'ont rien à voir avec le concept de départ? C'est très compliqué ça. Et donc, c'est ce que... c'est très drôle parce que quelqu'un de chez vous disait, je lisais ça en arrivant, que pour Airbnb, toute la mission est de passer d'une entreprise technologique à une société dite hospitalière, en tout cas qui va recevoir du... Moi, c'est l'inverse. Je fais de l'hospitalité depuis 45 ans, je dois rentrer dans la technologie. On a un chemin très amusant qui se croise, mais qui est un chemin inverse. Donc voilà, donc c'est... Tant qu'Airbnb continue à être chez l'habitant dans des endroits extraordinaires, un téléphérique, pourquoi pas, c'est drôle, c'est marrant, j'aurais adoré que Accor ait cette idée-là, Galeries Lafayette, c'est malin. Tout ça, c'est malin, il y a beaucoup de choses malin. Mais quand ils vont aller effectivement créer des immeubles ex nihilo, c'est pas lui qui les crée, des promoteurs, alors là, je vais commencer à gueuler très fort.
Justement, c'était notre point suivant. Finalement, Airbnb, ça n'est plus vraiment une entreprise d'économie collaborative, parce que qu'on soit observateur ou utilisateur, on se rend compte que parfois, les particuliers ne se rencontrent même pas. On s'envoie les clés et c'est tout, on profite d'un logement. Donc du coup, on se posait la question de savoir si justement, comme l'économie collaborative est une vraie question en ce moment, que c'est une tendance un peu de fond, est-ce que vos concurrents, ce ne seraient pas tous ceux qui font du couchsurfing, toutes les boîtes comme Séjourning ou Homeswapping ou des choses comme ça? À tous les deux d'ailleurs. Alors, il y a plusieurs choses. Je vais répondre un peu aux 2 points. Le concept de départ, c'est vous allez chez l'habitant, quelqu'un qui vous loue sa maison quand il n'est pas là, par exemple quand il part en vacances, ou une chambre chez lui, parce qu'il a la chance d'avoir une chambre qu'il n'utilise pas. Et donc, il vous accueille alors qu'il est là. On est une plateforme ouverte, alors c'est vrai qu'il peut y avoir des gens qui viennent mettre sur notre site certains logements qu'on voudrait pas forcément avoir. Il y a de temps en temps des hôtels aussi qui viennent parce qu'ils nous disent que c'est moins cher en termes de commission que d'autres plateformes de réservation. Donc ça, c'est pas vraiment notre modèle. Donc les hôtels, on les a pas sur le site, mais en ce qui concerne ceux qui en font un business, nous on a une politique assez claire, c'est-à-dire que on veut garder cet aspect communautaire, cet aspect entre particuliers. Si vous regardez à Paris, quand on a fait un sondage récemment, 83% des gens louent leur résidence principale. Alors ça, c'est le bon côté des choses, c'est-à-dire 83% respectent encore l'esprit initial de l'économie du partage. La question, c'est vous me demandez quid des 17% qui restent. Alors il y a 2 parties, il y en a, c'est toujours à peu près dans le concept, dans le sens où c'est des gens qui vont louer leur pied-à-terre quand ils ne sont pas là, donc ce n'est pas leur résidence principale officielle, mais il s'avère que c'est quand même un endroit où ils viennent de temps en temps. Et vous avez une partie de quelques pourcents qui louent des appartements qui sont dédiés à ça. Je pense qu'il y a un besoin de ce genre d'appartement. Paris est un bon exemple. Si vous voulez venir habiter à Paris pour 3 mois, 6 mois, parce que vous êtes un chercheur qui vient travailler à l'ESSEC, par exemple, c'est pas chez l'habitant dans sa résidence principale que vous allez passer 6 mois, parce que par définition, la personne y habite. Donc il y a un besoin de ce type d'hébergement. Mais là où je rejoins Sébastien, c'est qu'on rentre, alors on n'est plus dans l'hébergement chez l'habitant, on est dans de l'offre d'hébergement marchande, purement marchande, et donc les normes doivent être différentes. Les normes de sécurité, les normes d'accessibilité dont on parlait tout à l'heure, la fiscalité et autres. Donc, ça existe, hein, ça s'appelle loueur meublé professionnel. Voilà. C'est ça, hein, ça existe depuis 30 ans, c'est régi, législation. C'est juste pas ce que recherche, à mon avis, celui qui va sur Airbnb. Peut-être voilà. que ça va être une nouvelle niche, une nouvelle diversification, mais bon, faut en débattre. Hein. Voilà, c'est pas ce qu'on recherche, et je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas non plus, et il y en a qui font honnêtement un très bon boulot, c'est-à-dire qu'ils accueillent les gens de manière très bien, les gens ont une très bonne expérience. Un des débats qu'on a en interne, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce type d'hébergement qui sont à la limite de notre modèle, surtout pour ceux qui donnent une expérience client qui soit très bonne. Mais on est tous d'accord sur le fait que ce n'est pas le corps de notre business, et ce n'est pas pour ça que Airbnb a été créé. Alors sur la question de est-ce que tout le monde a besoin de rencontrer l'hôte nécessairement pour avoir cet aspect du partage et communautaire? Pas du tout. Moi, il y a beaucoup d'hôtes que je rencontre jamais parce que je loue l'appartement entier et ils sont pas là. Alors souvent, ils me donnent les clés, mais même si je les vois pendant 20 minutes, c'est pas ça qui fait qu'on va devenir les meilleurs amis du monde. Mais vous avez énormément de choses autour de la réservation qui font que vous avez quand même cet échange. Je pars à Berlin demain matin, je ne vais pas rencontrer mon hôte parce que c'est son voisin qui va me donner les clés. Elle m'a donné plein d'endroits où aller pour déjeuner parce que j'avais besoin d'un truc un peu calme pour rencontrer quelqu'un, et après pour aller dîner. Elle me propose 153 trucs à faire le soir. Bon, j'aurai pas le temps, mais elle me les a proposés. Donc il y a un dialogue quand même qui s'instaure, même si on va pas forcément se rencontrer, même si on va pas forcément passer la soirée ensemble. Elle sait que vous êtes le directeur Europe d'Airbnb. C'est marqué sur mon profil, mais la plupart des gens le lisent pas, donc en général les gens savent pas. Non. Non, moi du coup je voulais passer à la question du digital, qui est intéressante pour vous deux. Alors là en fait on va comparer 2 stratégies totalement différentes. On l'a dit avant, le retard, d'accord, il est assez monumental sur le digital. J'en veux pour preuve par exemple la dernière campagne Mercure, donc The Six Trends Theory. Donc vous la connaissez je pense tous, c'est-à-dire que en fait on est relié à n'importe quelle autre personne de la planète par 6 contacts. Et donc Mercure a essayé de mettre une campagne au point autour de ce principe-là, en envoyant en fait un heureux gagnant faire un peu le tour du monde de l'Azote et le Mercure pour rencontrer un aborigène au terme de son voyage.
Donc en fait, je compare cette campagne avec la dernière campagne d'Airbnb qui a permis de faire gagner à 5 ou 6 chanceux la possibilité de passer une nuit aux Galeries Lafayette avant les soldes. Donc voilà, on a d'un côté une campagne dont presque personne n'a entendu parler, je suis vraiment désolée, et de l'autre, une campagne qui a été un buzz mondial vraiment massif. Comment est-ce que vous envisagez vos stratégies digitales? On sait que c'est un point sensible chez Accor. Comment est-ce que vous voyez les choses à long terme? Est-ce que le retard d'Accor est rattrapable aussi? C'est une vraie question. Oh que oui, ça alors là. Non, personne ne va fragiliser Accor. En tout cas, pas pendant que je serai là, je vais vous dire ça. Mais non, Accor, c'est... D'abord, je fais le parallélisme que si vous êtes tous là dans la salle, vous avez intérêt à être beaucoup plus sympa avec moi qu'avec lui, parce qu'avec lui, vous avez une chance sur 100 de trouver un job. Avec moi, vous en avez bien 10 sur 100 quand même. Hein. Donc, très clairement, s'il y a bien une différence entre nous deux, c'est, pardon, et il le sait, en termes de responsabilité sociétale, de ce qu'on apporte à l'industrie, Accor embauche 12 000 personnes par an, et c'est pour ça qu'on a 170 000 collaborateurs. Et ce que vous cherchez, c'est quand même un CDI, c'est un job, c'est pas juste. Vous pouvez aller sur Airbnb vous marrer, enfin ce qui va vous faire bouffer, c'est moi. C'est moi et des gens comme moi. Hein. Donc, Sébastien, je peux vous interrompre juste une ouais, seconde? oui, c'est sûr. Attends, si vous pouvez proposer 12 000 jobs, allez-y. C'est un bon point et c'est une des questions qu'on nous pose assez souvent. C'est-à-dire que nous, on n'a que très peu d'employés. On en a 1500 aujourd'hui, donc c'est quand même assez peu comparé à Accor. Mais on a 600, 700, 800 000 hôtes qui, pour eux, c'est pas un business nécessairement, puisqu'ils font autre chose et ils font ça un peu à côté, mais pour qui ça devient une occupation non négligeable, dont ils tirent des revenus qui sont non négligeables non plus. Si vous regardez à Paris, les gens en moyenne gagnent 300 € par mois avec Airbnb, donc c'est pas ça qui les fait vivre, mais c'est quand même, ça met un petit peu de beurre dans les épinards à la fin du mois. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'un de vos collègues d'une promo en dessous de vous, un jour postule à la Société Générale, envoie son CV et comme expérience, il met j'ai fait un stage à tel endroit et un stage à un autre endroit. Et un de mes amis à la Société Générale, qui est de l'ESSEC aussi, m'envoie le CV en me disant tiens, regarde la 3e expérience. Et sa 3e expérience, c'était je suis hôte sur Airbnb, j'ai accueilli 27 personnes et j'ai 5 étoiles sur mon profil. Et il le mettait comme une expérience. Parce que pour lui, et je pense que c'était totalement authentique et honnête, c'était une expérience qui était non négligeable dans son parcours de quelqu'un qui n'a pas eu énormément d'expérience. Donc, je ne veux pas encore une fois du tout comparer avec l'impact sociétal que peut avoir Accor, en particulier avec la taille du pool d'employés qu'Accor peut avoir, mais il y a des cartes qui sont en train quand même d'être redistribuées sur ce que c'est que le travail, ce que c'est que le micro-entrepreneuriat, on pourra en parler tout à l'heure, d'un bon côté ou d'un mauvais côté. Il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses aussi dans tout ça, qui est quand même assez important à prendre en compte. Ouais, c'est assez faible comme argument, mais c'est pas mal essayé, mais que leurs voisins, cousins soient riches, ils veulent bien, mais ce qui les intéresse, c'est... Mais je suis d'accord que c'est pas ça qui va vous donner votre prochain stage nécessairement. Non, mais sur le digital, la première chose, et certains d'entre vous m'ont entendu le dire, c'est aller en 3-4 minutes, un diagnostic. Parce que comme je viens du monde du private equity, même si je n'ai pas fait d'études, j'ai appris depuis 30 ans à avoir une tête à peu près bien faite, mais elle est bien faite parce que à chaque fois que je fais quelque chose, je me pose des questions sur pourquoi, comment, quel objectif, quelle architecture. Et le private equity et le monde américain vous obligent à vous poser des bonnes questions, même si vous n'avez pas forcément toutes les bonnes réponses. Mais en tout cas, les questions sont posées. Dans la question qui m'a été posée en arrivant chez Accor, elle est extrêmement simple. Que s'est-il passé depuis 65 ans dans le monde hôtelier? Facile, puisque tous les groupes hôteliers, Hilton, Hyatt, Starwood, Accor, Marriott, ont été créés dans les années 50. Quasiment tous, hein, entre 1942 et 1965. On s'aperçoit que pendant 50 ans, entre 1950 et 2000, chacun des groupes a une croissance absolument exponentielle. Chacun a créé un certain nombre d'offres dans différents marchés, très peu de concurrence entre les uns et les autres. Et pendant 50 ans, tous les groupes hôteliers, en tout cas les dirigeants, se sont posés que 2 seules questions. C'est je dois définir un produit et une marque. Concept, produit et marque. Et ils associaient les deux, et c'était 100% des décisions prises étaient basées sur une réflexion produit-marque. Ce qui se passe depuis maintenant 2005,
c'est qu'on s'aperçoit qu'avec la technologie, le digital, on a eu un certain nombre de nouveaux acteurs qui n'ont pas existé pendant 55 ans, dont les premiers, ce que moi j'ai appelé les innovateurs, qui ont été les agences en ligne, Booking, Expedia, qui ont donc donné une facilité d'accès à l'information et donc qui ont juste changé le canal de distribution. Au lieu d'aller chez Carlson Wagon-Lit, au lieu d'aller chez American Express, au lieu d'aller dans l'agence de voyage traditionnel, eh bien vous aviez ça en ligne avec quelqu'un qui facilite votre canal de réservation. Bon. Tous les groupes hôteliers se sont dit, bon, à la limite, ils vont remplacer Carlson. Carlson m'a toujours coûté entre 8 et 10%. Ils vont me coûter entre 8 et 10%. Ça va faciliter ma relation avec mon client. On a regardé ce qui s'est passé et on n'a absolument pas décidé que peut-être qu'on pouvait nouer un partenariat, une alliance avec eux, voire les racheter. Il y a une deuxième rupture qui était 3 ou 4 ans plus tard. Ça, c'est 2004-2006. Vous en avez une deuxième rupture qui est 2008-2010. Où vous avez donc les MetaSearch, les comparateurs de prix, les Kayak, les Trivago, après les TripAdvisor, dans lesquels, eux, ont collationné effectivement encore plus d'informations et ont rendu la prise de décision plus facile, plus que comparative. Là aussi, tous les groupes hôteliers, aucun d'entre nous n'avons bougé. On les a regardés éclore. Ils ont pris une partie de la chaîne de valeur ajoutée, mais on n'a rien fait. Et puis, il y a eu la troisième vague, qui est la sienne, ce qu'effectivement on appelle les disrupteurs. Ceux-là sont beaucoup plus dangereux que les premiers, parce que les premiers et les deuxièmes, ils ont pris une partie du gâteau, mais ils ne l'ont pas du tout pris aux hôteliers. Ils ont été en amont ou en aval de ce qui se passait avec nos clients. Le monsieur à côté de moi, il a inventé un nouveau métier, une nouvelle offre de produits, en tout cas une alternative pour le client, qui est l'économie participative. C'est la même chose pour Blablacar, c'est la même chose pour Lending Club, c'est la même chose pour plein d'autres, pour Uber, dans lequel non seulement c'est une rupture, puis en plus, pour certains d'entre eux, en tout cas chez Uber, ça les fait marrer de s'attaquer à l'industrie traditionnelle. S'ils pouvaient en plus la vaincre, il y a un côté très égocentrique derrière ça. Et donc ces gens-là, on a intérêt à leur taper sur la tête, mais surtout on a intérêt d'arrêter d'être spectateur et donc de devenir acteur. Une fois qu'on décide de devenir acteur, on se pose la question comment je fais, parce qu'on a pris déjà 12 années de retard. Et quand on regarde ce qui se passe sur le monde de l'Internet, de la technologie, on s'aperçoit de quelque chose qui est très clair, qui fait la valorisation de toutes ces sociétés, c'est la fréquence du rapport que vous avez avec le client. Ce que vous appelez dans le jargon, en tout cas quand vous êtes dans les télécoms, ça s'appelle DAU sur MAU. DAU, c'est Daily Average User, qui se rapporte à Monthly Average Users. Facebook et la Rolls-Royce, ils ont 70% des gens qui sont tous les jours sur Facebook. Plus vous avez cette relation cliente journalière, plus elle est forte, plus elle a de la valeur, plus vous pouvez lui offrir produits et services. Groupe comme le mien, on a une relation client qui est 2-3 fois par an. C'est-à-dire au moment où il va rentrer dans mon hôtel, il va sortir de mon hôtel et s'il revient. Donc on est très très loin de cette fréquence journalière que vous avez sur Facebook, que vous avez sur Amazon, que vous avez sur d'autres sites, sur Uber et autres. Donc toute la question pour moi était de se dire comment je vais faire pour accélérer cette relation avec mon client pour qu'elle devienne quotidienne. Qu'est-ce que je vais lui offrir comme produit ou service autrement que uniquement un service d'hospitalité dans mon hôtel. Ça veut donc dire qu'on revient dans cette réflexion sur je dois donc rentrer dans le parcours de mon client. Je dois donc maintenant accepter que dans les prochaines 50 années, là où j'ai été uniquement produit marque, je dois changer totalement mon paradigme qui est de dire toutes mes décisions doivent être prises maintenant sur le compte du client. C'est le client qui est top of mind, c'est plus du tout produit et marque. Ça reste indispensable, mais ça ne me fera pas gagner demain. Parce que mes marques sont devenues des commodities, parce qu'elles sont comparables dans des meta-search, et qu'un client, je le dis même si ça me fait mal, un client, quand il va aller sur Internet, il va effectivement se dire, pour une chambre d'hôtel, s'il veut aller à Varsovie, je veux une chambre d'hôtel disponible à Varsovie vendredi soir. Donc il va regarder, première chose, qu'est-ce qui est disponible vendredi soir à Varsovie. Premier critère, disponibilité. Deuxième critère, il va regarder quel est le prix de cette disponibilité à Varsovie vendredi soir. Troisième critère, s'il a 2 ou 3 prix qui sont dans sa fourchette, il va regarder quel est le meilleur emplacement dans Varsovie pour ce prix-là. Quatrième, il sera soit chez Radisson, soit chez Crowne Plaza, soit chez Hampton Inn, soit chez Novotel. Franchement, le quatrième critère, il s'en fout. Donc je dois, moi, rentrer dans quelle est ma relation client. Et cette relation client, on l'a divisée, et après je vais laisser parler Olivier, mais on l'a divisée en 7 briques. On peut se tromper, il y en a peut-être une 9e, il y en aura peut-être une 8e, peu importe. Les 7 briques, elles sont simples à comprendre. La première brique dans laquelle il est très présent, qui est le rêve. Vous avez 50% des gens qui vont aller sur un site pour rêver. Ils vont probablement jamais réserver.
Mais c'est ludique, c'est fun. Et vous avez plein de gens qui vont, j'imagine, sur Airbnb, parce que ce sont des voyeurs, ils veulent se marrer, aller regarder le loft de quelqu'un à New York, les îles dans les Bahamas. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller. Mais c'est marrant de rentrer dans la maison de quelqu'un, surtout si ça ne vous coûte rien. Donc il y a une première brique qui est là, qui est présente, qui est émotionnelle, qui est le rêve. Vous avez une deuxième brique, si vous avez les moyens et une raison, vous allez sélectionner un pays, une marque, un territoire, un produit. Vous avez une troisième brique, si vous allez enregistrer votre réservation. Donc, vous avez une quatrième brique, si vous allez préparer votre voyage, vous allez agréger les compagnies aériennes, les locations de voitures, l'hôtellerie, et ainsi de suite. Vous avez la cinquième, vous allez séjourner quelque part, chez lui ou chez moi. Vous avez une sixième qui est peut-être la plus importante, c'est que vous allez partager votre expérience. Là, vous retrouvez TripAdvisor. Et vous avez une septième, c'est les programmes de fidélité. Vous allez retourner dans un autre voyage. Accor était présent dans la brique numéro 3, dans la brique dans laquelle on va enregistrer, mais ça veut dire que vous allez sur novotel.com, ibis.com, accorhotel.com, mais vous êtes moins puissant que Booking et Expedia sur la troisième brique. On est très présent sur la brique séjour, puisque c'est nous qui avons la plus grande offre, puisque c'est nous qui avons l'inventaire. Et puis vous avez la septième brique dans laquelle on existe, qui est la brique du retour avec les programmes de fidélité. Mais je ne suis pas présent dans le rêve, je ne suis pas présent dans le select, je n'étais pas présent dans la préparation du voyage, et je n'étais pas présent dans le partage d'expérience. Je me dois d'être présent d'une manière ou d'une autre dans chacune des briques si je veux avoir un rapport avec mon client. Ça veut donc dire, je m'arrête là-dessus, quelque chose qui est également extraordinairement important qu'on a raté et sur lequel ça se met en place chez Accor, c'est une vraie révolution. C'est que pendant des années, Accor a été uniquement un site marchand, un site commerçant, un site dans lequel on vous donne une réduction, on vous donne des points, on vous donne une raison de venir, mais c'est transactionnel commerçant. Tous les sites qui marchent commencent par l'émotion, commencent par l'expérience, et après, par hasard, vous allez rentrer dans une relation marchande. Mais ne commencez plus jamais dans une relation marchande avec quelqu'un parce que vous allez le paumer. Ça veut donc dire que vous avez 3 cercles de taille complètement différentes. Vous avez un premier cercle extrêmement vaste, qui est le cercle des visiteurs qui vont aller sur votre site, dont vous savez très bien que 80% d'entre eux probablement ne vont pas transacter avec vous. Vous avez un deuxième cercle qui est plus petit, qui est le cercle des prospects. Dans ce grand cercle, vous en avez 10-20% qui vont devenir des prospects. Et vous avez un troisième cercle qui est encore plus petit, qui sont les consommateurs, vos clients. Je me dois de changer tout chez Accor en disant je dois recevoir des gens dans mon parcours client dans cette brique qui ne vont jamais aller chez moi et ce n'est pas grave. Ce vont être des visiteurs qui vont aller chercher chez Accor des photos, une émotion, des mêmes idées que lui a eues. On peut avoir exactement les mêmes, probablement mieux, mais dont je sais que c'est un investissement d'image et donc de sensations que nous n'avons pas jusqu'à maintenant. Donc si vous avez compris ça, après ça, il faut une architecture, il faut des bons hommes, il faut du talent, il faut du temps, il faut des munitions, parce que ça coûte cher. C'est là la force du groupe Accor, comme des groupes industriels. Pour peu qu'on soit cohérent, pour peu qu'on soit discipliné, on a 50 ans d'histoire, on a 92 pays, il y a 170 000 personnes, donc ça veut dire probablement 100 000 talents. On a 3 milliards sur notre bilan de cash dont on sait quoi faire, et on a du temps. Donc voilà, on va y arriver très bien, on va coexister. Un jour, je me paierai à Airbnb, ça me fera marrer, et puis voilà, il travaillera pour moi. Vous avez une réponse à faire ? Oh bah, il y a beaucoup de choses et, dans tout ça. Peut-être juste un petit point sur le digital et notre parcours digital chez nous. En fait, c'est assez intéressant parce que il y a une entreprise hôtelière qui vient au digital. Nous, on nous dit vous êtes une entreprise digitale et vous essayez de savoir un peu ce que c'est que l'hospitalité au sens large. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est assez important chez nous, c'est qu'un de nos fondateurs est un ingénieur, mais les deux autres fondateurs sont des designers de formation. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, on se voit pas nécessairement comme une entreprise tech. Alors on est une entreprise tech parce qu'on est dans la Silicon Valley, qu'on a plein d'ingénieurs, qu'on a plein de personnes du produit, mais on est vraiment, il y a une recherche produit avec une formation de designer à la base qui est très importante. La raison pour laquelle je dis ça, c'est pourquoi on est un peu dans le rêve, pourquoi on est un peu dans cette première brique dont on parlait Sébastien. Un exemple, et j'y pense parce qu'on se fait mitrailler par un photographe depuis tout à l'heure, une des premières choses que nos fondateurs ont fait quand ils ont lancé le site et qu'ils ont commencé à avoir d'autres appartements que le leur sur le site, ils se sont dit ce qui est essentiel, c'est d'avoir de belles photos.
Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué un appartement. Ils ont loué un appareil photo professionnel à plusieurs milliers de dollars à l'époque, et ils sont allés photographier eux-mêmes les appartements qui étaient sur le site pour avoir une vingtaine de photos. Aujourd'hui, la norme est à 25, avec un certain angle, une certaine luminosité, avec une qualité qui est très difficile à refaire de soi-même parce que tout le monde prend des photos avec son appareil, son téléphone ou un appareil photo de moins bonne qualité. Mais c'est ça qui fait que très rapidement, ils se sont dit on veut faire quelque chose de différent et on pense que la photo est ce qui va changer l'image des gens sur la location entre particuliers. C'était une décision économique totalement idiote parce que pour envoyer des photographes dans le monde entier de manière gratuite à qui le veut, aujourd'hui on a plus de 3000 photographes dans le monde, alors on ne couvre pas les 34 000 villes nécessairement, mais on en couvre quand même une grande partie. Tout le monde peut nous demander des photographies gratuitement, même si vous ne mettez jamais votre annonce sur Airbnb. Donc économiquement, c'est une décision assez difficile à justifier à un investisseur, mais c'est une des choses qui a fait le succès aussi de site, c'est que quand vous arrivez sur Airbnb, une grande partie, plus de 50% par exemple à Paris, des photos sont prises par nos photographes professionnels et ça vous donne une image tout de suite de qualité que vous n'avez pas forcément ailleurs. Donc ça c'est un point. Après, pourquoi on fait ce genre de... Donc ça c'est la maison d'Iniesta à côté de Barcelone, du joueur de foot. Pourquoi on fait ce genre de campagne? Honnêtement, il n'y a pas de plan derrière tout ça. C'est quelqu'un un jour qui a eu une idée, qui s'est dit tiens, on va aller faire un truc sympa. Alors au début au château de Chenonceau, après aux Galeries Lafayette, ensuite un Grand Prix de Formule 1 en Malaisie. Enfin, tout le monde est parti un peu sur ce concept-là. C'est venu d'une personne, au bureau de Paris en particulier, qui s'est dit tiens, ça pourrait être marrant de faire un truc avec les Galeries Lafayette ou avec quelqu'un d'autre. De la même manière, c'est vrai qu'on a un peu moins de jobs à proposer qu'Accor. Mais chez Airbnb, vous avez 22 ans, vous faites une campagne de plusieurs centaines de milliers d'euros dans le métro pour promouvoir Airbnb et vous le faites comme ça du jour au lendemain parce qu'on pense que c'est une bonne idée, vous avez une bonne idée, on vous donne les fonds. Ou parce que vous vous dites, tiens, j'ai un hôte qui est un champion de ski freestyle, je vais le sponsoriser pour qu'il puisse aller aux X Games dans le Colorado. Il s'avère qu'il gagne la médaille d'argent et il me passe un coup de fil, il dit, est-ce que tu as 28 000 € pour acheter une pleine page demain dans l'équipe ? Je lui fais, je sais pas, ça m'a l'air bizarre comme question. Il m'explique un peu et je lui dis, bon, bah, allons-y, mets une pleine page dans l'équipe demain pour féliciter un de nos hôtes qui a gagné hier. Et quelques heures après, il reçoit un coup de fil du directeur marketing de Nike qui dit, je viens d'engueuler mes équipes parce que j'aurais préféré que ce soit eux qui le fassent. Donc voilà, on a aussi la possibilité, parce qu'on est une entreprise un peu plus petite et haute, de pousser des choses. Quelqu'un a une bonne idée, on y va sans trop se poser de questions. Donc du coup, on a parlé fidélisation, mais qu'est-ce qui fait on sait qu'il y a un programme fidélité chez Accor avec le club Accor Hotel, voilà, le programme pour les personnes qui viennent régulièrement. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un revient chez Airbnb finalement? Comment vous le fidélisez? Alors nous, on n'a pas de programme de fidélité. On a un taux de retour de repeat user qui est très élevé parce que les gens ont une bonne expérience. C'est qu'en général, ils ont envie de revenir. Une des forces de notre modèle d'un point de vue économique à rentabilité, c'est qu'on acquiert très peu de notre trafic, que ce soit en acquisition online, que ce soit en campagne marketing ou autre. La très grande majorité de notre trafic vient de manière organique, alors que ça peut vouloir tout et rien dire, mais en grande partie, c'est du bouche à oreille, des gens qui aiment bien Airbnb, qui en parlent autour d'eux, et qui du coup, toute cette acquisition pour nous est une manière d'avoir de nouveaux clients de manière totalement gratuite, ce qui fait que nos économiques fonctionnent très bien, parce qu'ils ont une bonne expérience. Parce qu'il peut y avoir des réticences à aller dormir chez l'habitant, mais pour la plupart des gens qui le font, ils reviennent parce qu'ils ont eu une bonne expérience, ils ont envie de le refaire. Et comment s'organise la fidélité chez Accor avec les cartes ou le club de manière générale? Elle s'organise bien. Il y a, les chiffres sont importants. Il y a des gens qui dorment dans un hôtel Accor par an. Il y en a 180 millions dans le monde. Il y a au moins 50 millions dont on connaît la data perso, puisqu'on va revenir sur le monde des data et l'importance de l'utilisation de ces data pour les nouveaux métiers de demain. Et donc on a 20 millions de porteurs de cartes, Accor, qu'on augmente de 4 millions par an. On a commencé il y a 6 ans, et il y a seulement 6 ans, de donner un vrai programme de fidélité. Les Américains ont commencé ça il y a 30 ans.
Donc tous les groupes américains, les Marriott, les Interconti, Hilton ont entre 50 et 60 millions de porteurs de cartes. Là où nous n'en avons que 20, mais on a pris 25 ans de retard. C'est très important le porteur de carte parce que ça veut dire qu'un porteur de carte, pour bénéficier de ces miles, de l'upgrade, des bénéfices additionnels lorsqu'il rentre dans un hôtel, va passer, 95% d'entre eux vont passer par votre propre système de distribution. C'est-à-dire qu'il va rentrer sur votre site web pour les réserver, car s'il passe par une OTA, il ne bénéficie pas des miles en titre au caractère de porteur de carte. Donc nous, porteur de carte, c'est que 25% du chiffre d'affaires, d'accord. Les Américains, c'est entre 50 et 60%, parce qu'ils ont un nombre plus important et commencé il y a longtemps. Donc la mauvaise nouvelle, moi, c'est que 25. La bonne nouvelle, c'est que je peux aller à 50. Et eux, ils auront du mal de passer de 60 à 80. Mais donc voilà, c'est... Mais vous savez, j'étais à une conférence l'année dernière où j'avais été complètement subjugué par deux choses qui m'avaient été dites, qui pour vous sont peut-être extrêmement évidentes, mais qui n'étaient pas pour moi. La première chose qui m'avait été dite l'année dernière, c'était dans une conférence Microsoft, qui était de dire, ils ont réparti les 500 plus grosses sociétés internationales, et en disant que dans cette répartition, de manière claire, statistique, vous avez trois sortes de sociétés. Vous avez 4% d'entre elles qui ont une data, donc une information client, dont ils ont reconnu la valeur, dont ils ont été en capacité d'extraire cette information et qu'ils ont utilisé pour créer de nouveaux produits, de nouvelles lignes de métier. Et qui ont été des game changers pour ces sociétés qui représentent que 4%. Vous avez 16% de ces sociétés qui ont de la data qui a beaucoup de valeur. Mais pour des raisons qui sont liées soit aux dirigeants, soit aux business analysts, soit parce qu'ils n'ont pas été suffisamment innovants, ils ne savent pas comment tirer la quintessence de cette data qui pourtant a beaucoup de valeur et qui pourrait les emmener dans une autre dimension. Et vous avez 80% des sociétés qui ont une data qui malheureusement est partagée par beaucoup d'entre elles et donc qui n'a pas de valeur, parce qu'elle est devenue un caractère communautaire. Accor, nous je sais qu'on est dans les 16%. Et je suis dans les 16% parce que dans mes 40 millions de clients data, ils sont répartis dans 90 pays. Seulement 1,8 million sont en France. Donc la valeur de cette data dans ces 45 pays, dans les 92 pays, mais c'est plutôt dans 45 dans le cas de la data, si je sais bien la question que je veux poser à mon business analyst, c'est-à-dire de savoir quelle est ma question, quelle est la réponse dont j'ai besoin pour prendre la bonne décision, on passera des 16% aux 4%. Et c'est tout l'enjeu que moi j'ai, c'est dans cette data, que vais-je en faire? Et la différence que j'ai, et heureusement que j'ai cette différence par rapport au monde digital pour l'instant, c'est qu'il y a deux catégories de data. Il y a celle que j'ai qualifiée de froide, c'est-à-dire la data dans laquelle vous n'avez jamais une interface client. C'est nos copains de Booking, d'Expedia et autres, dans lequel ils ont une data qui est par une interface technologique, dans lequel you check in the box. Donc vous répondez à un certain nombre de questions, mais vous n'avez aucun caractère émotionnel puisque vous n'avez jamais un croisement avec le client lui-même. Et vous avez une autre data qui est la data chaude, dans lequel, oui, vous avez une data froide parce que j'ai bien correspondu avec mon client de manière technologique, mais quand j'ai serré la main du client, je peux lui poser des questions et dont la réponse va être directement liée à sa sensation du moment, l'expérience du moment, et donc sa nature de cette data est très différenciante par rapport au monde digital. Et j'ai cette relation client pendant les 12 heures chez moi, les 36 heures, les 72 heures. Donc tout le changement de management demain de Accor, c'est de dire à tous mes hôteliers, arrêtez de passer du temps derrière ce qu'on appelle le back of the house, c'est-à-dire derrière le front desk. L'intégralité du personnel doit être devant le client car je veux qu'il lui pose des questions. Je veux que le client réponde, je veux que cette réponse-là soit enregistrée avec ce client-là dans ma database. Je veux qu'elle soit partagée, puisque ce même client, quand il va aller à Berlin, il va aller à Varsovie, il va aller à Washington. Donc qu'elle soit réutilisée pour qu'on ne pose jamais deux fois la même question au même client. Et cette data-là aura beaucoup de valeur pour beaucoup de choses dont je ne vous parlerai pas, mais qui feront qu'on sera probablement plus gros que lui demain. Voilà. Ce que vous avez évoqué, c'est le projet Welcome, par exemple, dans les hôtels. Est-ce que vous pouvez expliquer au public ce que c'est? Le projet Welcome, c'est uniquement de donner des preuves au client que le client n'est pas un numéro. C'est-à-dire qu'il est attendu, il est identifié, il est personnalisé, et donc 3 ou 4 jours avant qu'il arrive à l'hôtel, il va recevoir par SMS un certain nombre de correspondances sur le fait qu'on va lui donner son numéro de sa chambre, on va lui demander à quel étage il veut aller, on va lui donner le trafic dans les 12 heures de son arrivée, s'il y a du monde sur l'aéroport entre Roissy et Paris, on va lui donner la sortie de métro, on va lui envoyer le plan entre la sortie de métro et là où est l'hôtel,
Il va rester à l'hôtel. Une fois qu'il est sorti de l'hôtel, on va lui renvoyer un certain nombre d'informations pour le remercier d'être venu, pour savoir est-ce qu'on peut faire quelque chose pour son voyage si son avion était en retard. C'est-à-dire d'accompagner la relation client bien avant qu'il soit rentré dans l'hôtel et bien après qu'il soit reparti dans l'hôtel. Car c'est ce genre d'éléments de preuve qui font que vous rentrez dans une relation qui est du monde du voyage et pas du monde uniquement de l'hôtelier. Voilà. Et ça a été... Alors on a de la chance, comme on est effectivement opérateur de 2700 hôtels sur les 4000 hôtels, c'est qu'on a été capable en 9 mois, ça a coûté 20 millions d'euros, ça a pris 40 personnes pendant 18 mois, mais une fois que la technologie était là, on l'a mis en place en 6 mois dans 2700 hôtels dans le monde. Et bien sûr, il y a le service et il y a aussi le digital, mais il y a aussi le positionnement de gamme, dont Louis va peut-être poser une question. Oui, comment fait le client pour se retrouver de Formule 1 à Sofitel? Enfin, comment vous allez vous organiser à l'avenir quand on voit que Sofitel, c'est le créneau luxe, mais qui n'est pas comparable avec l'hôtellerie luxe traditionnelle, comme de grands palaces parisiens, et que le Super Eco ne va pas très bien en ce moment chez Accor avec Formule 1. D'ailleurs, quel est votre projet Qu'est-ce que vous en savez, vous, que ça ne va pas très bien, Formule 1? Ça va très bien, Formule 1 chez Accor. C'est dingue cette histoire. Formule 1 chez Accor va très bien, jeune homme. C'est vrai qu'il a fait un stage chez Accor, lui. Vous étiez chez Formule 1, vous? Non, j'étais pas chez Formule 1. Non. Non. Formule 1, c'est effectivement la marque la plus low cost qui est en fait représentée. Elle va moins bien Formule 1, mais elle gagne très bien sa vie. Pour une seule raison, c'est que Formule 1 est très liée à l'économie locale et donc au monde de la construction, car c'est le monde du bâtiment qui occupe au moins 40% de Formule 1. Et donc, quand le monde du bâtiment va moins bien, il y a donc moins d'ouvriers, il y a moins de chantiers, et donc il y a moins de présence. Donc, on a remplacé ça par par le SAMU social, ce qui n'est pas non plus formidable, mais ça répond à un vrai besoin. Enfin, les clients ne sont pas les mêmes entre Formule 1, entre Ibis. Par contre, c'est ce que disait Olivier au tout début de l'introduction, de notre colloque. Je vais avoir des clients qui vont devenir en fait qui sont multimarques, c'est-à-dire qui vont être dans au moins 2 ou 3 marques du segment du groupe Accor, comme j'aurai des clients, et il y en a déjà aujourd'hui, qui sont des clients Airbnb et qui sont également des clients Accor. Donc, et ce monsieur-là à côté, c'est pour ça que je ne veux pas ni le combattre, et j'accepte sa présence, et je veux qu'il ait une vraie croissance, parce qu'il fait venir des clients dans un certain nombre de destinations qui ne seraient jamais venus si Airbnb n'existait pas. Ces clients-là, ils vont donc être exposés à une ville, une destination, un centre de restauration, ils vont regarder aussi les marques hôtelières. Il y a plein de choses à mettre en commun. Donc il apporte un peu de vent dans les voiles, un peu d'oxygène, de l'innovation et une obligation pour nous d'accompagner ce mouvement. Ça vous fait pas peur, justement, cet éventail, ce panel qu'est Airbnb? On peut dormir dans une cabine téléphonique, on peut dormir dans un tremplin de ski, on peut dormir dans une cabane au fond des bois. Enfin, Mon erreur, je le dis maintenant, ça sera enregistré, tant pis pour moi, mais l'erreur qui est, quand je dis la mienne, c'est-à-dire celle du groupe Accor, très franchement, elle est probablement en 2011, quand ces messieurs ont créé et ont fait la première ou la deuxième augmentation de capital, dans laquelle ils ont été chercher 110 millions de dollars sur une valorisation d'1 milliard de dollars. Accor aurait dû être là pour frapper à la porte d'Airbnb, pour leur dire à ce moment-là, écoutez, on vous met 50 millions de dollars sur les 111, mais on vous apporte taille, efficacité, techno, 92 pays, collaborateurs, dans lequel on va vous donner une croissance beaucoup plus vite. L'aurait-il pris à ce moment-là? J'en sais rien, mais ils se seraient vraiment penchés et réfléchis. Est-ce qu'ils n'auraient pas été beaucoup plus vite dans ce monde digital s'ils avaient eu un grand frère qui aurait été minoritaire chez eux, qui les aurait accompagnés? Et nous aurons eu, grâce à ça, une relation qui aurait été extrêmement différente avec Airbnb. Je veux que Accor, et le monsieur il est là, il est au premier rang, il s'appelle Yves Lacheret, c'est pour ça qu'il est venu vous voir. On a, depuis mon arrivée chez Accor, mis en place une structure qui est dédiée uniquement pour ça. C'est que Accor puisse tendre la main en termes de partenariat, en termes d'investissement, à toutes les nouvelles idées qui touchent de près ou de loin le monde du voyage, de manière à ce qu'on soit associé avec ces nouvelles idées, qu'on les accompagne et qu'on en profite au même titre. Voilà, on aurait dû être là au départ. On a été aveugle, dans lequel on a toujours pensé que l'hôtellerie était non dématérialisable. C'est vrai que quand vous êtes dans le monde de hi-fi, vidéo, libraire, Amazon vous attaque franchement de front parce que le produit il est livré chez vous. Donc vous posez la question de savoir est-ce que le réseau en dur va disparaître. Donc les hôteliers, à tort, se sont dit les clients vont venir chez moi, donc je ne vais jamais disparaître. Sauf qu'ils vont peut-être venir chez moi, mais je n'aurai plus de marge. Parce que tous les acteurs digitaux dans ce qu'on appelle la chaîne de valeur ajoutée ont créé des métiers, des services qui ont amputé une partie de ma marge. Et la fin de l'histoire, et je le dis sans avoir de crainte, c'est que quand vous regardez tout ce qui se passe, ils sont nombreux, c'est des centaines de sociétés qui sont mises dans le monde du voyage et de l'Internet, aucune d'entre elles n'ont décidé de rentrer dans mon métier.
mais aucune d'entre elles a raison, parce que mon métier est très lourd en termes de relations sociales, très lourd en termes d'investissement, très lourd en termes de technologie, de réservation et autres. Et donc, ils ne veulent pas faire ce métier parce que je suis peut-être du mauvais côté de la chaîne de valeur. Donc, moi, je suis condamné à faire une partie de leur métier parce que je veux rentrer dans leur chaîne de valeur. La bonne nouvelle, à part Airbnb, 90% de TripAdvisor, de Trivago, de Kayak, de Booking, d'Expedia, ils ne vivent que si j'existe. Donc, ils feront tout pour ne pas me tuer. Mais ils vont me laisser juste vivant. Juste. Et je ne vais pas leur donner ce plaisir. Monsieur Grémillon, Sébastien Bazin vous a tendu la main ce soir. Est-ce que c'est une possibilité à l'avenir justement que vous appreniez du savoir-faire hôtelier, d'accord? Comment vous formez en fait les particuliers qui reçoivent chez eux des hôtes? Est-ce que vous pourriez vous inspirer du savoir-faire de l'exploitation hôtelière, d'accord? Oui, c'est une très bonne question. Alors, ce qu'on a fait il y a à peu près 1 an et demi, c'est de recruter quelqu'un de l'hôtellerie, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on commençait à avoir, on avait peut-être, je sais pas, 500 employés et personne ne connaissait rien à l'hôtellerie, c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, ça peut peut-être être pas mal d'aller voir ce qui se passe chez des gens qui font ça depuis des siècles. Donc, on a recruté quelqu'un qui s'appelle Chip Conley. Donc, on n'a pas nécessairement pris quelqu'un qui est dans une grande chaîne hôtelière, mais qui avait créé lui-même une chaîne de boutiques hôtels en Californie, qu'il avait revendue. Il avait une 50aine d'hôtels à la fin, et qui, au début, est venu juste pour nous conseiller, et puis c'est un peu pris au jeu, et du coup, il est employé maintenant chez nous, et qui nous apporte, lui, beaucoup de conseils, justement, sur qu'est-ce que c'est que la standardisation d'un certain côté, parce que c'est vrai que nous, on est un peu anti-standardisation, entre guillemets, puisque aucun de nos logements est similaire à celui d'à côté, mais sur certains points, on veut qu'il y ait quand même une certaine standardisation pour que l'expérience ait un minimum de points que les gens peuvent attendre. Donc, c'est quoi là, ces trucs là où on voit les tout comme dans les oreilles avec Airbnb? C'est pas très sexy comme image, ça. C'est une bonne question. Ça devait être pour. C'est très bizarre, votre machin. Je pense que c'était peut-être pour soit pour les Galeries Lafayette, soit pour déjà Courchevel, pour être sûr déjà la maison pouvait se d'Inesta, mettre elle dans avait pas l'air terrible. La quoi? La maison d'Inesta, elle avait pas l'air terrible. Ça devait être celle de sa belle-sœur. Mais ça, c'est franchement pas mal. Alors, Iniesta vous ne voyez pas là-haut, vous. Iniesta est c'est quelqu'un ça. de très simple, donc il a une petite winery Oui, il est sans, très, très sans simple, Iniesta, prétention dans laquelle il nous avait accueillis. Donc ça devait être juste des boules caisses, parce que ça devait être un des exemples où ça devait faire un peu de bruit peut-être pendant les soldes des Galeries Lafayette pour que les gens puissent dormir. Du coup, je ne sais même plus ce que je disais, Sébastien. C'était exprès, ouais. J'en étais où? Donc, Ouais, sur les collaborations avec l'hôtellerie, oui, on a plein de choses à apprendre de l'hôtellerie sur mettre des normes un petit peu pour dire, voilà, il y a un minimum de choses que vous devez faire quand vous êtes hôte Airbnb. Donc, on a mis 9 standards en place avec l'aide de Chip Conley dont je parlais tout à l'heure, et un 10e qui est un peu la magic touch que les gens peuvent... donc, il n'y a aucun standard sur ce point-là, c'est plus faites quelque chose qui fera plaisir à votre guest. La plupart des autres le font, il y a beaucoup d'autres qui le font. Je vais vous donner quelques exemples. Je suis allé à Barcelone il y a quelques temps. La personne m'avait demandé, je ne sais pas comment il savait, mais que j'avais un enfant en bas âge. Je suis arrivé, il y avait un petit nounours qui m'attendait pour mon fils. Ça lui avait coûté 1,50 € parce qu'il y avait encore le prix de chez Carrefour à côté. Mais il s'avère que c'était une petite attention qui, moi, m'a touché parce qu'il s'est dit, tiens, il a un enfant, qu'est-ce que je vais faire pour lui faire plaisir? Il y a des autres qui vous demandent quelles sont vos passions. Et si vous avez une passion de cyclisme, par exemple, qui ira à la FNAC vous acheter un bouquin sur le cyclisme parce que pour faire un petit quelque chose qui vous fera... donc, c'est la version un peu welcome d'accord. Mais il y a plein de choses qu'on peut apprendre de l'hôtellerie, que ce soit de gens qu'on a recrutés ou que ce soit de groupes comme celui d'Accor. Et je pense qu'Accor est parmi ceux qui font vraiment un très bon boulot. Mais alors, faire dormir les gens chez soi, c'est bien. Les faire consommer sur place, c'est mieux. Donc, un point qui nous intéressait, c'est le point de la restauration. Vous, on sait que pour Accor, on sait que la solution se trouverait peut-être dans Mama Shelter, que vous avez racheté il n'y a pas longtemps. Donc, on rappelle, Mama Shelter, ce sont cette chaîne un peu de bars, cantines, hôtels, restaurants hyper branchés pour beaux parisiens. Et chez Airbnb, il y a un pilote qui est mis en place depuis septembre et qui serait en train de faire tester aux consommateurs un dîner chez l'hôte. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Non, j'en ai plein. J'en ai plein. Autant je vous ai dit qu'on aurait dû se réveiller en achetant Airbnb quand ça valait beaucoup moins cher. Ça, c'est la même chose. Non pas d'acheter Mama Shelter, mais Accor en restauration, on n'a été pas bon. Et on n'était pas bon pendant 45 ans. Et pas bon pour une raison très simple,
c'est que Accor n'en a jamais fait une priorité. C'est-à-dire que la restauration a été perçue par les hôteliers comme ce qu'ils ont défini, ce que je déteste, un mal nécessaire. C'est-à-dire que c'était connexe à l'hébergement et donc on donnait effectivement une assiette qui était bonne, parce qu'Accor a des très bons chefs, mais c'était pas drôle, il n'y avait pas d'expérience. Et donc, et là, le lien avec la technologie, il est évident. C'est-à-dire que pendant 35 ans, on n'était pas bon, mais ce n'était pas grave, parce que vous aviez une clientèle à 85% captive au petit déjeuner, qui allait petit déjeuner chez vous parce que c'était pratique, c'était commode, et vous aviez à peu près 2/3 des gens qui étaient là le soir qui allaient dîner chez vous. Ça, c'est fini, parce que depuis les années 2000, il y a ce qu'on appelle un smartphone. Et que le client, quand il va être dans n'importe quel hôtel, à Berlin, à Paris, à Shanghai, São Paulo, chez Accor, peu importe la marque, il va aller 9 fois sur 10 dans sa chambre sur son smartphone, et il va aller regarder quelle est l'expérience culinaire qui existe à pied de l'hôtel, et en termes de est-ce qu'il veut aller manger des pâtes, est-ce qu'il veut aller chez un Chinois, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il va avoir une information immédiate, qui est bonne, qui est fiable, et dans laquelle il sait qu'il peut aller sans risque, parce qu'en plus, il aura un plan. Donc ça veut dire qu'on est passé de 2/3 restant chez nous à peine 20% restant chez nous. Ça veut donc dire qu'il faut complètement repenser l'espace qui est alloué à la restauration, car ce n'est plus le même espace dont on a besoin. Il faut aussi repenser que sur le smartphone du gars dans sa chambre, tout d'un coup, mon offre de restauration doit devenir une offre locale, c'est-à-dire destinée aux clients extérieurs et non pas aux clients internes. Donc c'est un changement de produit, de matière, et il faut faire accepter aux hôteliers que comme c'est une priorité, ce n'est plus à eux de le faire. On va donc mettre en place des gens professionnels qui seront des collaborateurs du groupe Accor, qui vont se dédier à réinventer, pas tellement le menu, puisque l'erreur qu'on a faite aussi, c'est qu'on s'est dit 80%, ce qui est important, c'est l'assiette. C'est totalement faux. L'assiette dans l'expérience client de la restauration, c'est 20% maximum. Le reste, c'est volume, ambiance, décor, design, qui j'y rencontre, le service. C'est tout ça, c'est la raison pour laquelle on va dans un restaurant. Donc il faut qu'on change, il faut qu'on explique au chef qu'il faut qu'il continue de faire des bonnes assiettes, mais tout le reste, on va tout transformer. Mama Shelter, c'est une rencontre avec famille Trigano que moi je connais depuis très longtemps, qui sont effectivement à l'origine du Club Med. Mama Shelter a 3 choses qui, moi, me bluffent, et c'est pour ça qu'on a voulu participer à l'aventure. Une première chose, c'est qu'ils ont 70% de leur chiffre d'affaires, c'est la restauration. C'est-à-dire que c'est l'inverse pour eux. La chambre devient accessoire. Alors que nous, la restauration, c'est 25%. Mais enfin, 25% chez Accor, c'est quand même 3 milliards de revenus en restauration. C'est beaucoup de volume. Hein. Mais eux, en restauration, ils sont très forts avec 80% de clientèle extérieure qui vient prendre un verre, qui vient prendre une pizza chez eux. Première chose sur laquelle je dois apprendre, comment ont-ils fait pour être attractifs dans l'environnement, quand bien même c'était un site hôtelier. Deuxième raison, qui est aussi importante que la première, la pyramide des âges de la clientèle de Mama Shelter. 70% à moins de 40 ans. Ils sont très hétéroclites, ça va du banquier d'affaires à l'avocat, aux personnes du théâtre, personnes sportives et autres. Tout ça se mélange très très bien. Et ils ont moins de 40 ans. Alors que moi, Novotel et Mercure en France, pardon pour ceux qui sont dans la salle, parce que vous ne devez pas y aller souvent, mais vous y allez quand vous serez plus vieux, puisque 65% a plus de 50 ans. Donc en fait, j'ai créé une Hespéride. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vont vivre jusqu'à 90 ans, donc je vais les garder encore 40 ans, mais enfin, ils ont quand même plus de 50 ans, dont je fais partie, donc ça va, mais enfin, c'est 65%, c'est assez grave quand même. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à se remettre en cause sur quelle est notre pyramide des âges, ce que Mama Shelter a fait. Troisième raison, puis j'arrête là-dessus, qui est aussi importante que la première et que la deuxième, allez voir chez Mama Shelter, le personnel, le service est fait par des jeunes qui ressemblent à leurs clients. C'est-à-dire qu'ils sont complètement déjantés. Ils ont tatou, piercing, un bob sur la tête, un jean qui arrive au ras des fesses. Et ils sont professionnels, sympathiques, chaleureux. Voilà. Aucun de ce personnel n'aurait été embauché chez Accor. Parce que chez Accor, il faut qu'on sorte d'une école hôtelière, il faut qu'on soit traditionnel, il faut qu'on arrête ça. Il faut aussi que des jeunes qui ressemblent à leurs clients soient là, parce qu'ils sont aussi bons que d'autres. On va leur apprendre, on est capable aussi. Voilà, 3 bonnes raisons pour lesquelles il faut qu'on soit là-dedans. Alors moi, je suis fan de Mama Shelter, pas en tant que j'ai jamais dormi dans un Mama Shelter non plus, mais j'en ai fait plusieurs pour aller manger. C'est vrai que c'est une expérience. Une des choses qui est reprochée à l'hôtellerie, moins Accor que d'autres groupes, c'est d'avoir fait une course à la standardisation pour 2 types de raisons. Un, c'est parce que c'est ce que beaucoup de clients voulaient, c'est-à-dire la sécurité quand vous arrivez dans un hôtel, d'être sûr que vous avez à voir tout au même endroit. Globalement, vous savez comment être votre lit, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous saurez à droite
vous aurez la lumière, à gauche vous aurez le fer à repasser si vous en avez besoin, le téléphone sera là. Et donc il y avait une vraie raison pour faire de la standardisation à un moment. Il y a peut-être eu, et il y avait des raisons de coût aussi également, mais Airbnb est venu aussi en réaction à cette surstandardisation dans certaines chaînes hôtelières, parce que les gens se sont dit à un moment, aller dans le même hôtel, que ce soit à Paris, à Istanbul, à Delhi ou quoi que ce soit, c'est pas forcément comme ça qu'on a envie de découvrir une ville. Accor, encore une fois, Mercure est un bon exemple, mais il y en a d'autres. L'investissement dans Mama Shelter est un bon exemple aussi, et une des chaînes, je ne pense pas me tromper, qui doit être la moins standardisée parmi les grandes chaînes mondiales, mais il y a quand même ça qui ressort dans l'hôtellerie, et pourquoi Airbnb a pu éclore aussi. Je pense sur la restauration, moi, une critique que je ferais à l'hôtellerie, que j'ai quand même pas mal pratiqué dans une carrière un petit peu plus chiante, comme vous avez pu le dire tout à l'heure dans l'introduction, pas vous, mais vos collègues. J'en ai fait quand même pas mal. L'hôtellerie a quand même un tout petit peu abusé sur pas mal de choses. On a une clientèle captive qui mange dans des room service, qui donne ses chemises à laver, qui téléphone, qui prend Internet et autres. Et du coup, on s'est dit, comme ils sont captifs, on va leur mettre un prix très cher. J'étais dans un hôtel il n'y a pas très longtemps où on me faisait payer le Wi-Fi. C'est quand même, on est au 21e siècle, on me fait payer le Wi-Fi pour une connexion où je n'ai pas pu me connecter pendant quand même 15 minutes et où on me dit, vous n'avez payé que 9 € au lieu de 15, donc vous allez avoir un bas débit. Donc si vous vouliez voir une vidéo, c'est dommage, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Vous arrivez dans un logement Airbnb, un journaliste me disait ça il n'y a pas longtemps, il me dit, moi je ne vais plus que dans les trucs Airbnb parce que le soir j'ai besoin de bosser, j'ai besoin de regarder des trucs et il s'avère que j'arrive chez quelqu'un qui a la fibre et aucun hôtel ne me donnera quelque chose comme ça. Donc il y a quelque chose que Airbnb ou d'autres apportent un peu aussi à l'hôtellerie, nous beaucoup d'hôteliers nous le disent, c'est vous nous bougez un petit peu sur des trucs où peut-être qu'on s'est un peu endormi sur nos lauriers, où on avait un peu une rente de situation. Internet est un exemple, le téléphone dans le passé, le fait qu'on charge des prix aussi élevés sur le téléphone quand tout le monde commençait à avoir des téléphones portables, c'était un petit peu aberrant. Et sur la restauration, d'un certain côté aussi, c'est vrai que les gens, ils ont, même d'un point de vue room service, demain ils auront Uber qui leur fournira leur dîner, même à minuit ou 1h dans leur chambre directement. Donc ils n'auront plus forcément besoin de payer 30, 40, 50 € de room service. Pas chez moi quand même, hein. Ils ne vont pas rentrer avec leur bouffe chez moi quand même. Hein. Donc, en tout cas pas demain matin. Hein. Non, mais c'est un bon exemple. Il y a certaines chaînes, par exemple, qui disent « Nous, on n'est pas les meilleurs pour faire des pizzas, donc on fait un partenariat avec soit une chaîne de pizzeria, soit une pizza locale, et on va dire « Vous faites le boulot mieux que nous, amenez-vous les pizzas et vous les montrez directement dans les chambres. » Parce qu'un hôtel, n'importe qui ne peut pas nécessairement tout faire très bien. Et donc, avoir des gens qui font certaines choses mieux que nous, c'est une bonne idée. Et nous, on le fait également. On peut pas, et nos autres ne peuvent pas faire eux-mêmes tout parfaitement. Donc, si on peut faire des partenariats avec d'autres gens qui le font mieux, on est tout à fait ouvert à ça. Donc, le secret, c'est la non-standardisation. Et comment vous faites du coup pour dupliquer le succès des 3 hôtels de Stark en France à l'échelle d'un groupe comme Accor? Comment on protège le côté intimiste qu'on va trouver chez Mama Shelter? En les laissant indépendants, c'est pour ça qu'on n'est qu'à 36% du capital, même si on a une option pour acheter le reste. Il faut leur laisser de l'autonomie, il faut les laisser respirer, sinon on va les étouffer. Par contre, on va sûrement leur donner la capacité de passer de 6 hôtels à 40 hôtels en 5 ans, alors que ça leur aurait pris probablement 20 ans s'ils devaient le faire tout seuls, parce qu'on a 200 personnes qui font que du développement chez Accor. Accor ouvre un hôtel tous les 2 jours dans le monde, hein. Un nouvel hôtel tous les 2 jours, donc heureusement que je ne fais pas toutes les inaugurations. Oui, mais il en ferme combien aussi Pardon? Il en ferme combien aussi? Non, mais ça va, on en ouvre 200 par an et on en ferme 30 ou 40. Ce qui est plutôt pas mal. Moi, je aimerais bien qu'on en ferme plus, que ça veut dire qu'on serait plus cohérent. Et si je devais visiter tous les hôtels du groupe Accor, un par jour, ça me prend 11 ans. Donc on va les accompagner sur le développement. Ils vont nous apprendre un certain nombre de choses. Après ça, je pense que c'est le plus grand challenge, c'est comment est-ce qu'on va arriver à devenir innovant tout en gardant un certain nombre de codes, de standards qui sont des trucs chiants, mais qui sont des trucs quand même que beaucoup de clients, notamment corporate. Ce qu'on n'a pas parlé beaucoup, c'est parce que c'est une différence majeure, hein, sur laquelle il va rentrer sur mes plates-bandes et je vais rentrer sur les siens. Mais Accor est un groupe qui est à 70% ce qu'on appelle B2B. C'est-à-dire c'est un groupe dans lequel on transacte avec des sociétés et avec des gens qui sont en voyage d'affaires. Ces gens-là
Pour la plupart, sauf quand ils vont faire probablement de l'extended stay, c'est-à-dire rester plus longtemps que 20 jours, 30 jours, peut-être 15 jours, ils vont peut-être aller chez Airbnb et on voit bien qu'Airbnb va rentrer là-dedans. Quand même, pour la grande majorité des voyageurs d'affaires aujourd'hui, ils veulent avoir une sécurité, de trouver quelque chose dans lequel ils s'y sentent bien, ils sont protégés, si l'hygiène est parfaite. Ils n'ont pas envie de rentrer sur quelqu'un qu'ils ne connaissent pas sans savoir où ils vont aller quand ils sont voyageurs d'affaires. Ça va peut-être changer. Pour l'instant, on a besoin de ça. Donc, comment garder nos standards de référence, dont on a besoin pour quand même 80% de nos clients, tout en faisant exactement ce qu'Olivier a dit. Et franchement, ce n'est pas difficile, puisqu'on a la data, de faire en sorte que celui qui a un enfant et qui nous a dit qu'il a un nouveau-né, et pourquoi pas, il devrait avoir une peluche qu'il attend dans son hôtel, il devrait avoir la confiture qu'il aime, il devrait avoir le bouquin qu'il aime. On l'a déjà, cette info. Le problème, c'est qu'on ne l'utilise pas. On est parfaitement capable de donner un certain nombre de signes d'identité, de personnalisation, y compris dans une chambre d'hôtel, y compris avoir des bouquins que la personne a laissés avant lui dans la chambre. Pourquoi est-ce qu'on s'empêche d'avoir des bouquins? On s'empêche parce qu'on dira pour la gouvernante, ça va faire plus de travail. Très bien, on va s'adapter avec la gouvernante. Mais ce n'est pas un endroit clinique, un hôtel. On peut avoir des choses en désordre et on peut avoir également des effets qui viennent de la personne d'avant. On est capable de le faire, de rentrer un petit peu, non pas de piquer des idées, mais il nous oblige à voir, car le client devenant de plus en plus exigeant et le client d'Airbnb, ce qu'il a aimé chez Airbnb, combien de ce qu'il a aimé, je suis capable de transposer dans l'hôtellerie? Sûrement plus que 20 ou 30%. Mais alors, ce que vous dites, quand est-ce que ça sera mis en place? C'est la vraie question aussi. Et je viens d'arriver, moi. Donc, non, ça va prendre du temps. C'est-à-dire que ça va être mis en place entre 6 mois et 2 ans. Ça va aller vite quand même. Hein. Entre-temps, Airbnb sera attaqué à la restauration, en fait. Mais c'est pas grave, il va vivre et je vais vivre. Très franchement, c'est pour ça que je ne veux pas être toujours en affrontement avec quelqu'un. Un Booking va continuer à grossir, Expedia aussi, Trivago aussi, TripAdvisor aussi, lui aussi. Il y a une chose qui est très importante, et on est béni des dieux, donc on va le dire ici, puisque vous ferez bien de venir bosser dans l'hôtellerie, ça vous fera du bien, parce que chaque jour, il se passe un truc pas prévu. C'est ça aussi qui est sympa dans l'hôtellerie, c'est que chaque jour, vous allez vous prendre un truc sur la tronche. Vous ne l'avez pas prévu parce qu'il y a un client qui va être content, parce qu'il y a un problème avec une femme de chambre. C'est pas un boulot normé quand même. Hein. Problème avec une femme de chambre, je sais, c'est pas tous les jours. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train de penser à Strauss-Kahn maintenant. Non, c'était quoi votre question? C'est la restauration Airbnb qui attaque le marché. Non, voilà, Airbnb, ce que moi je dois trouver, et c'est tout l'enjeu, et c'est peut-être que votre prochaine question sur comment on se projette sur dans 10 ans. Je sais trop bien que mes 2 métiers d'aujourd'hui, qui sont un métier d'opérateur hôtelier et de franchiseur, nous on appelait ça hôtel service, mais je fais un deuxième métier qui est un métier d'investisseur hôtelier, donc de prise de risque, de coût du capital et de rendement, qui est quand même un gros métier parce qu'il y a 6,5 milliards d'actifs. Hein. Je sais que si je continue à faire seulement ces 2 métiers sur les 20 prochaines années, ma capacité de croissance est très en deçà de la sienne et du monde digital. Ça veut dire qu'Accor, dans les mois, années qui viennent, va sûrement inventer un autre métier différent de mes 2 premiers, qui sera dans le monde du voyage, qui aura une relation client, dans lequel ma data aura beaucoup d'importance et qui me fera franchir un tremplin dans un monde qui est ce qu'on appelle le monde digital. Pourquoi est-ce que nous, on n'est pas capable de le faire? Il n'y a qu'une seule différence entre lui et moi, une différence qui est majeure, que j'accepte avec envie, même si de temps en temps c'est lourd. C'est ce que moi j'appelle le sac à dos. J'ai un sac à dos sur mes épaules en tant que PDG d'une société qui a cette taille. Mon sac à dos, c'est en fait, dans le sac à dos, vous retrouvez 50 ans d'histoire, ça veut dire 50 ans de process opérationnel, 170 000 personnes, 92 pays, des territoires, des marques, des contraintes financières dans lesquelles on est jugé au trimestre alors que lui il est jugé au trafic. Ça fait quand même une très grande différence en termes de valorisation. Ce sac à dos, il est lourd. Sauf que ce sac à dos, il a des valeurs, il a des gens qui ont du talent, il y a de l'envie et il y a aussi des moyens qui viennent avec parce que j'ai déjà une taille. Mais je dois courir aussi vite que lui et pourtant j'ai un sac à dos. Et donc quand vous réfléchissez à l'industrie traditionnelle par rapport à la nouvelle industrie, vous apercevez très vite que celui qui ne sait pas courir avec son sac à dos, celui qui trouve qu'il est trop lourd, il se trompe, mais ce n'est pas innocent. 90% de toutes les entreprises qui se sont créées dans le monde digital se sont créées par des jeunes qui ont moins de 35 ans et qui ont commencé avec une page blanche, sans sac à dos, c'est-à-dire sans avoir à bouger des contraintes, expliquer, pédagogie, pourquoi le monde de demain est différent du monde d'hier,
Comment ne pas créer de l'anxiété quand on explique ça aux collaborateurs qui n'ont pas démérité? Pendant 50 ans, ils ont fait des choses très bonnes. Ils n'y peuvent rien si on est arrivé dans une mutation digitale. Donc, comment cette industrie dite traditionnelle, avec ce sac à dos qui est formidable, peut aller aussi vite que les jeunes? Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Et c'est ça qui explique beaucoup de choses. Quand vous partez d'une feuille blanche, vous avez forcément au départ un avantage d'agilité, de flexibilité que n'ont pas l'industrie traditionnelle. Alors justement, 50 ans d'histoire, comment vous voyez l'avenir? Comment vos deux groupes voient l'avenir? À 5 ou 10 ans, Accor a commencé à séparer deux activités. Hôtel Invest d'Hôtel Service. Donc on le rappelle, Hôtel Service aujourd'hui regroupe toutes les activités d'exploitation des hôtels d'Accor. Et Hôtel Invest regroupe les murs des hôtels d'Accor. Donc les murs, chose que n'a pas du tout Airbnb. Donc Accor a créé une sorte de gestion séparée. Est-ce qu'on peut envisager qu'Accor devienne un jour une foncière et un service d'exploitation? Donc que réserve l'avenir à Accor? Et pareil pour Airbnb, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez faire un boom sur le marché chinois? Est-ce que vous allez racheter d'autres startups? Quels sont vos projets tous les deux? Je peux commencer. Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles on est en train de travailler et on a des ambitions assez importantes pour les prochaines années. Il faut voir qu'aujourd'hui, on a 1 million de logements dans le monde. Il y a quand même 7 milliards de personnes dans le monde, donc on a encore un petit peu de marge. Si on voit une ville comme Paris, on a 40 000 logements qui sont sur le site, mais vous en avez 1,8 million qui pourraient potentiellement l'être. Donc, on a vraiment une volonté d'aller beaucoup plus loin dans la pénétration dans les endroits où on est déjà. On est convaincu que ce n'est pas complètement aberrant de se dire que demain, la moitié des Parisiens auront leur logement sur Airbnb pour quelques jours, quelques semaines ou plus longtemps. Donc vraiment, essayer de lever les freins pour que de nouvelles personnes mettent leur logement sur le site et que d'autres aient envie de voyager de cette manière-là, c'est quelque chose d'assez important pour nous. Après, on est dans 192 pays dans le monde, mais on est bien sûr dans des pays où il y a certains pays où on est beaucoup plus représenté que d'autres. L'Asie pour 2014-2015 est une focalisation assez importante pour nous, donc on investit pas mal d'argent, on teste beaucoup de choses. Le marché chinois dont vous parlez, un marché comme pour tout le monde, assez compliqué. Quand vous avez par exemple votre système de map pour savoir où est votre logement qui marche avec Google et que Google ne marche pas en Chine, vous avez tout de suite un petit problème dès le départ avant de vous lancer en Chine. Donc il y a quelques petits sujets comme ça sur lesquels il faut qu'on travaille. Ça, c'est sur notre core business d'aujourd'hui. Et puis pour demain, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une manière de définir un peu le process de voyage assez similaire à ce que Sébastien donnait tout à l'heure avec les 6, 7, 8, 9 briques. Alors nous, on l'a défini en 15 briques, mais c'est globalement à peu près les mêmes briques. On est aujourd'hui focalisé sur une partie du rêve, mais aussi beaucoup sur le logement et la partie séjourner dans un endroit. Mais il y a énormément de choses dans le voyage autour de ça. Quand vous êtes sur place, qu'est-ce que vous faites ? Quel type de service pouvez-vous offrir aux voyageurs? Je discutais avec certains de vos camarades qui doivent être dans la salle juste avant d'arriver, d'une entreprise qui s'appelle Caribou, j'espère que je ne dis pas de secret, qui du coup discute justement qu'est-ce qu'on peut apporter comme service d'un point de vue peer-to-peer ou pas à des gens qui sont en train de séjourner dans une ville ou dans un pays. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel bien sûr on travaille, et l'intégralité du voyage, c'est on veut aller du point A au point B, du moment où vous commencez à rêver jusqu'au moment où vous rentrez chez vous. Et je ne vous en dirai pas forcément beaucoup plus, mais vous pouvez vous faire des idées sur ce que ça peut vouloir dire. J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, quand j'étais avec les gouvernantes. Je disais qu'on était une industrie bénie des dieux, quand même, parce que vous avez un ratio demande et offre qui est extrêmement clair, dans lequel vous avez aujourd'hui, en termes de nombre de voyageurs internationaux, et c'est ce qui l'intéresse autant que moi, qui est de l'ordre de 1,2 milliard de gens sur la planète. C'est à peu près une personne sur 6. On sait, avec probablement une assez grande certitude, que ce 1,2 milliard de gens qui voyagent va augmenter entre 4 et 5% par an dans les 20 prochaines années. Ce qui a été le cas dans les 20 dernières années. On sait que toute l'offre hôtelière, au maximum, elle va augmenter de 2% par an, compte tenu des enquiquinements de permis de construire, de fonciers non disponibles, ce n'est pas économique. Donc vous avez un delta extrêmement fort de 3%
entre la demande et la capacité de servir cette demande. Clairement, il faut augmenter ces 2% de cette économie collaborative qui donc viennent créer une offre ou une alternative complémentaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a une capacité de croissance. C'est qu'on est tous les deux devant la même demande qui donc est beaucoup plus importante, qui est elle en plus très très liée à l'émergence des compagnies aériennes low cost. Car plus vous avez de compagnies aériennes low cost, plus les gens voyagent, puisque plus donc ils ont un accès au voyage. Ce qui est vrai aussi chez lui comme chez moi, c'est qu'on a un trafic domestique gigantesque. C'est vrai en Inde, c'est vrai au Brésil, c'est vrai en Indonésie, dans d'autres pays. Donc voilà, une fois qu'on a devant soi un tel gisement de valeur, nous uniquement en France, le PIB du tourisme c'est 7,5% de l'économie française. C'est plus important que l'énergie, c'est plus important que l'automobile, c'est plus important que l'industrie agroalimentaire. C'est gigantesque le tourisme. Et on sait qu'on a 83 millions de visiteurs en France, dont la moitié ne font que passer. Ils vont du nord au sud. Ils prennent l'autoroute, ils payent peut-être un peu d'essence, ils payent le péage, basta. Ils vont aller dépenser leur argent en Grèce, en Italie, en Espagne. Rien que ces 40 millions de gens qui ne font que passer, en moyenne, un voyageur dépense 1 000 euros par voyage. Faites-moi 10% de ces 40 millions, c'est 4 millions de voyageurs. Faites-moi 1 000 euros, c'est 4 milliards de recettes complémentaires rien que pour la France. Et dans ce milliard d'euros que je vous donnais, 600 millions viennent en Europe. Donc voilà, on a des beaux jours devant nous, on a du temps pour s'adapter. Je dois juste, moi, réfléchir dans 10 ans sur quelle position dans la chaîne de valeur ajoutée du monde du tourisme et du voyage je veux me positionner qui est différente de celle d'aujourd'hui. Je vais continuer à me développer dans celle d'aujourd'hui, car en rien je ne vais renier mon métier. Et on va continuer à l'accentuer. Mais je dois les grappiller ailleurs, sur d'autres initiatives, auprès, pas forcément sous forme d'acquisition, mais sous forme de partenariat, de services additionnels, car ma taille, ma présence me permet d'être un effet d'accélérateur pour des gens et des nouvelles idées. Et c'est ce qui vous a fait signer avec le géant chinois Huazhu? La Chine, c'est drôle parce qu'Olivier en a parlé en 2 minutes. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller en Chine, allez-y, vous allez vous marrer, mais revenez vite. Parce que Accor est en Chine depuis 35 ans, on a perdu de l'argent pendant 25 ans de suite. Donc il fallait quand même, je remercie mes prédécesseurs d'avoir fait ça, parce que grâce à ça, on a une puissance en Chine. Enfin, et je vous parie qu'on perdrait de l'argent pendant les 25 ans qui viennent. Pourquoi? Parce que les Chinois ont cette capacité et cette adaptabilité dans lesquelles ils copient tellement vite qu'ils ont décidé d'être dominants chez eux. Et on ne peut que respecter ça. Donc il y a 6 ans, il n'y avait aucune société hôtelière en Chine qui avait une taille. Il est là, monsieur Chichi. Voyons, j'ai une sale tronche sur la photo. Et donc ce monsieur Chichi qui est là avec ses petits yeux là, il a inventé un groupe qui s'appelle Ctrip. Ctrip, c'est l'équivalent de Booking. Il est ingénieur de formation. Puis après, il a inventé un autre groupe qui s'appelle Homin. Et puis après, Huazhu. En fait, vous avez 4 acteurs chinois, Huazhu, Homin, 7 Days Inn et Jingjiang, qui ont chacun 2000 hôtels en 6 ans. C'est-à-dire qu'ils ouvrent entre 300 et 500 hôtels par an. Là où moi, j'en ouvre 40 par an. Donc maintenant, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 chinois, ils sont chinois. Donc voilà, ils ont dominé l'industrie économique, ils vont dominer le mid-scale. Ça ne sert à rien de les combattre. En plus, ils ont des codes de sécurité et d'hygiène qui n'ont rien à voir avec les miens. Donc soit je décide de sortir de la Chine, impensable, parce que la Chine, c'est 150 millions de voyageurs sur le milliard d'eux. Donc ça va être la plus grosse population. Et encore, s'ils donnaient des visas, ils seraient 250 millions à voyager. La bonne nouvelle, c'est que 90% d'entre eux, ils restent en Asie-Pacifique. C'est là où Accor est le plus fort. Donc ils vont en Indonésie, Birmanie, Thaïlande, Cambodge, Philippines, Australie. Donc ils restent chez moi. Donc comme je voulais absolument être présent en Chine, je m'associe avec ce monsieur, dans lequel je lui donne la gestion de tout mon segment économique mid-scale. Il me fait une promesse d'ouvrir 500 hôtels pour moi dans les 5 prochaines années. Uniquement Ibis Novotel Mercure. Là où moi tout seul, j'en aurais peut-être ouvert 40 ou 50. Il a 40 millions de porteurs de cartes. On met ces porteurs de cartes avec mes cartes de fidélité. Donc comme ça, je passe à 60 millions, 40 plus mes 20. Assez probablement, ces clients, quand ils vont voyager international, vont aller dans les hôtels Accor en Asie-Pacifique, parce que comme ça, ils vont avoir des miles. J'ai tout à gagner de cette opération. Voilà, il faut juste que je crée cette relation qui, pour l'instant, existe. Il parle anglais très bien quand il est en face de moi, et quand il est au téléphone, je ne comprends rien. Mais ça veut dire que je vais tous les mois en Chine. Et ce type-là a décidé d'avoir 10 000 hôtels en Chine dans 5 à 6 ans. Il les aura probablement.
Donc voilà, il faut reconnaître qu'ils ont une force, et donc ça ne sert à rien de les combattre. Comme je ne veux pas combattre ce monsieur, qu'est-ce que je veux faire pour... On est dans un monde, sur lequel je vous le dis pour vous tous, c'est un monde génial, mais dans un monde dans lequel mon job, c'est de prévoir l'imprévisible. Mais c'est vraiment ça, hein. Car il y a un autre monsieur, que lui ne connaît pas et que moi je ne connais pas, qui a sûrement déjà inventé sur une feuille de papier un autre service similaire à Airbnb, pas forcément concurrent du sien, qui a déjà probablement levé de l'argent, et qui va m'éclater à la figure entre 18 mois et 36 mois. Ça existe déjà, hein, et je vais en avoir des dizaines comme ça. Donc voilà, donc on ne va pas pleurer, on va juste se dire je dois m'adapter. La seule chose qui fait une grande différence entre lui et moi et sur lequel je l'accepte, mais ça m'emmerde, c'est que toutes ces boîtes digitales, pendant au moins 5-6 ans, sont valorisées sur trafic, client, destination. C'est-à-dire au volume. Et c'est pour ça qu'elles n'ont de cesse que d'acheter les nouveaux concepts qui sont concurrentiels, parce qu'ils leur coupent la tête, parce que grâce à ça, ils obtiennent soit la technologie, soit un volume additionnel, soit des clients additionnels. Et ils sont mesurés par cela. Et ils arrivent à 5, 6, 10, 15, 40 milliards pour Uber. Le monde traditionnel qui est le mien, on est toujours valorisé et sanctionné par les profits trimestriels comme un multiple du profit. Tant qu'on a ce décalage, il aura des beaux jours devant lui. Parce qu'il est capable d'être suffisamment agile pour aller payer 2-3 milliards pour prendre 5 millions de clients de plus dans une activité connexe de la sienne, quand moi, sur la même bêtise, je peux très bien être sanctionné par la zénith financier qui vont me dire « Ah, est-ce que c'est relutif ou pas ?» C'est une énorme différence quand vous regardez l'agilité des deux modèles. Voilà, à moi de convaincre mes analystes financiers que si on fait une bêtise à 2, 3, 4, 5 milliards qui n'est pas rentable mais qui le sera un jour, qu'ils me laissent le faire. Pas si simple. D'accord. Juste une dernière question avant de passer à celle du public. Aujourd'hui, c'était la journée de l'entrepreneuriat à l'ESSEC. Et du coup, qu'est-ce qui, selon vous, fait un bon CEO ou un bon entrepreneur au quotidien? Quelles sont les qualités essentielles à posséder? Alors, je pense qu'un CEO et un entrepreneur, ce n'est pas forcément la même chose. Donc, je peux essayer de répondre sur la partie entrepreneur, même si mon parcours était lisse et parfait, et je ne sais plus quels étaient les autres qualificatifs. C'est 2 fois que je le mentionne, donc c'est que ça. Vous l'avez pas digéré la présentation. Ça m'a quand même pas mal touché. Non, moi, une des choses que j'ai apprises en arrivant chez Airbnb, c'est qu'il faut faire les choses vite. Faut pas faire des choses parfaites nécessairement. Faut apprendre très rapidement. Faut faire énormément d'erreurs. Et il faut s'en relever. Il faut apprendre. Il faut refaire la chose d'après. Venant du conseil en stratégie chez McKinsey, je peux vous dire que c'était un peu un monde qui était un petit peu assez lointain pour moi. Ce qu'ont fait les fondateurs quand ils ont recruté les différents patrons de pays pour lancer l'internationalisation d'Airbnb en 2011, ils ont été assez malins de mettre des gens avec des profils assez différents, que ce soit des entrepreneurs pur jus. Il y en avait un qui avait 23 ans, il en était à sa 4e entreprise qu'il avait revendue. Il y en a un autre qui avait fait l'internationalisation d'une entreprise comme Groupon, par exemple. Et il y avait le consultant de service, c'était moi. Et je pense qu'on s'est tous apporté quelque chose. Eux m'ont énormément apporté justement sur qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur, qu'est-ce que c'est que prendre des risques, de se lancer sans avoir une solution parfaite, sans avoir de slides, de fichiers Excel ou quoi que ce soit. Mais il faut apprendre vite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste faire des erreurs, il faut savoir ce que ça veut dire et s'en relever. C'est le concept aussi de beaucoup de boîtes tech, d'A/B testing par exemple, où le but c'est de faire énormément d'expérimentation. Tous les gens qui sont dans la salle, vous allez sur Airbnb aujourd'hui, vous verrez des versions assez différentes du site, parce qu'on expérimente en permanence plein de choses pour apprendre et pour optimiser la version du produit. Et c'est vrai pour le site, c'est vrai pour des activités marketing, c'est vrai pour du recrutement, c'est vrai pour pas mal de choses. Il faut essayer, il faut prendre des risques et apprendre de tout ça. Entrepreneur, je ne l'ai jamais été, et CEO, je ne le suis que depuis 18 mois. Donc, ma définition, CEO, donner envie. C'est-à-dire que mon job tous les jours, depuis 18 mois, et j'adore ce que je fais, c'est simplifier tout à l'extrême, de manière à ce que les gens comprennent où ils vont. Fierté, ambition, mouvement, en fédérer, les emmener avec moi, dans lequel ils ont des repères, ils savent où ils vont, ils n'ont pas la trouille, ils ont la chance de prendre des risques parce qu'ils ne seront pas sanctionnés. Donc les emmener avec moi, la difficulté pour moi, c'est qu'autant j'ai une très très grande certitude sur Accor 2015-2016, je sais très bien où je vais, ils savent très bien où ils vont et c'est en plus faisable. Donc on va
continuer à faire croître cette société et on va se sentir tous plus forts. Et ce sentiment de fierté, hein, il est extrêmement important parce qu'Accor, pendant 40 ans, et je ne fais pas du tout de critique sur mes prédécesseurs en disant ça, c'est une question d'ADN du groupe de valeurs. Accor a toujours été un groupe avec une assez grande humilité, dans lequel il y avait une certaine gêne à montrer sa force. Moi, j'aurais dit en arrivant, attendez, vous êtes le numéro 1 opérateur mondial, vous êtes le numéro 1 en dehors des États-Unis d'Amérique, partout là où on est, franchement, montrez vos muscles, parlez de vous. Donc c'est pour ça qu'Accor, l'histoire du groupe aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans, allez, oui, on est passé de 6 milliards à 11 milliards de market cap, allez, on est enfin en Ligue 1, hein, pour le parallélisme avec le football. Et il faut qu'on assume cette Ligue 1, il faut qu'on ait peur de personne, il faut qu'on ouvre ses bras, il ne faut pas qu'on soit ni condescendant, ni arrogant, ni méprisant, parce que ceux-là, ils sont dehors. Mais il faut que j'emmène les gens derrière moi. Seule difficulté, c'est que mes doutes sur les années 2017-2025, je ne peux les garder que pour moi. Parce que si je partage mes doutes comme un CEO avec le plus grand nombre de collaborateurs, vous avez perdu tout le monde et vous n'allez jamais atteindre 2015-2016. Donc il y a une dichotomie très bizarre entre ce que je dis, et je ne mens pas en le disant, sur 2-3 ans de vision dans lequel on donne ses repères, très important, et cette fierté. Et en même temps, j'ai un tiers de mon temps dans lequel je ne le passe que à essayer de me projeter sur ce monde digital que je sais était extrêmement difficile à appréhender. Voilà. Et donc je ne sais pas si on sera capable de l'appréhender. Je sais qu'on s'est donné les moyens pour le faire. Et voilà, c'est pour ça que je vous parlais du prochain Airbnb. Personne dans cette salle ne sait qui vont être le Uber de demain, le Landing Club de demain, ou le Airbnb. Il y en a d'autres, ils vont exister, hein. Soyez sûrs de ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et de m'avoir repris sur la situation florissante de Formule 1. Je vous en remercie. Je m'étais vraiment trompé à ce sujet. On va passer maintenant aux questions du public. Merci de bien vouloir vous lever, de vous présenter et de poser des questions claires et concises. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence super intéressante. Moi, je suis Faiz Mimita, je suis étudiant en fait en stratégie management des affaires internationales à l'ESSEC. Et je suis en train de travailler sur un travail de rechercheur à Airbnb, donc ça tombe super bien. En fait, un article de l'Économiste a mentionné que chaque destination où Airbnb est présent, en fait, l'hôtellerie perd 5% de ses revenus aujourd'hui, et ça sera environ 10% d'ici 2016. Airbnb en fait a eu une croissance énorme, mais il y a certainement aussi des challenges comme un risque de saturation du marché. Il y a aussi une concurrence qui est extrêmement accrue aujourd'hui. Le troisième problème, c'est le problème réglementaire qui est un peu partout, notamment à Paris aussi. Donc comment Airbnb essaye de trouver des solutions à cela, sachant que, comme vous avez indiqué en fait, Olivier, il y a un problème d'offre par rapport en fait à une croissance de demande plus importante. Merci. Alors, je vais essayer de répondre rapidement un peu à tout ça. C'est pas vrai qu'il y a 5% de revenus qui sont perdus par l'hôtellerie dans les endroits où on est. Paris est un bon exemple. On a une croissance parmi les plus élevées. C'est notre premier marché et l'hôtellerie continue à croître à la fois en termes de taux d'occupation et en termes de RevPAR, enfin de revenus par chambre. Donc il y a, l'hypothèse est pas vraie. Je pense que il y a des endroits comme Paris, il y a des endroits pour des raisons conjoncturelles de pic de saisonnalité où Airbnb a encore énormément de place devant lui pour croître sans faire de l'ombre à l'hôtellerie. Je vais vous donner 2-3 exemples. Pour des raisons qui sont bonnes pour tout le monde, quand vous faites les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde à Rio, est-ce que vous allez construire des hôtels pour un mois de Jeux Olympiques ou de Coupe du Monde? Non. Vous construisez pour les 10, 15, 20, 30 prochaines années, je ne sais pas quelle est la durée de vie d'un hôtel, vous n'allez pas construire pour un moment de pic qui apparaît une fois dans une vie, et c'est là où Airbnb peut apporter beaucoup, c'est-à-dire pour la Coupe du Monde par exemple à Rio, 25% des gens qui sont venus venaient via Airbnb. Est-ce que c'est mauvais pour l'hôtellerie? Pas du tout. Ça évite à l'hôtellerie de faire des bêtises et à construire des hôtels qui vont être complètement inoccupés après. Donc je pense qu'il y a vraiment des cas comme ça où on peut être très complémentaires. Le mois de juin, quand vous avez le Salon du Bourget à Paris et que le taux d'occupation est de 99,2%, ce qui n'est même pas
physiquement possible normalement, c'est bien qu'il y ait Airbnb qui soit là. Sinon, la prochaine fois, le congrès de cardiologie européen, le salon du Bourget ou quoi que ce soit, il ira ailleurs, il n'ira plus à Paris. Donc pour une ville comme Paris, il y a une vraie envie de la part des pouvoirs publics, des organisateurs de congrès, de tous les gens qui vivent du tourisme au sens large, d'avoir une offre alternative, si ce n'est pour accueillir de nouveaux utilisateurs qui sinon ne seraient pas venus, parce qu'ils veulent une expérience différente, mais aussi pour absorber ces pics de fréquentation, parce qu'on est dans un business qui est assez saisonnier. Sur la partie réglementation, une des choses qu'on m'a dites quand je suis arrivé, la première fois que j'ai vu quelqu'un qui avait un titre un peu ronflant, c'était la mairie de Paris. La personne m'a dit votre plus grand ennemi, c'est l'ignorance. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et en gros, ce qu'il disait, c'est que les gens avaient une conception avant qu'on se présente sur ce qu'était Airbnb, soit parce qu'ils avaient imaginé quelque chose, soit parce que certaines personnes leur avaient mis quelques petites choses dans la tête. Et donc il a dit, faites une preuve de pédagogie, allez expliquer votre modèle. Et ce qu'on a commencé à faire, c'est aller rencontrer énormément de gens. Moi, quand j'étais directeur de la France, je passais énormément de gens à faire tous les ministères, beaucoup de députés, la mairie de Paris, tout ça, juste pour expliquer ce qu'on fait et pour qu'on puisse se focaliser sur des questions particulières où il y avait un besoin de réglementation. Dans énormément d'endroits dans le monde, le problème, c'est pas que la réglementation soit bonne ou pas bonne, c'est qu'il n'y a pas de réglementation. Airbnb n'existait pas il y a encore quelques années, et Internet n'existait pas au moment où la plupart des lois d'urbanisme ou de tourisme ont été faites. Et donc, il y a un besoin de écrire des réglementations, de les dépoussiérer un petit peu pour certaines, et de faire quelque chose qui est juste, qui permet une concurrence dans certains cas qui soit loyale, et qui permet aussi de ne pas avoir d'effet négatif de ce genre de modèle. Donc les discussions, dans la très grande majorité des cas, se passent très bien. Vous avez une loi en France qui est ce qu'elle est, mais elle a le mérite d'être claire. Quand vous êtes dans une résidence principale, vous louez autant que vous voulez, c'est-à-dire pas beaucoup parce que vous y vivez. Quand vous êtes en résidence secondaire, dans certaines villes, vous demandez une autorisation. C'est clair. Vous avez une loi qui va être signée par la reine à Londres demain, qui déréglemente la location entre particuliers dans la ville de Londres, qui était la seule ville parmi tout le pays où vous ne pouviez pas le faire dans des conditions satisfaisantes. Alors voilà, dès qu'on commence à parler avec les responsables politiques, que ce soit au niveau local ou au niveau national, dans la très grande majorité, ça se passe très bien. Il y a toujours quelques petits couacs politiques ici ou là pour des raisons de corporatisme ou autre. Mais quand on explique le modèle comme il a été pensé au début et qu'on permet d'avoir une réglementation qui permet d'effacer les potentiels dévoiements du système, tout se passe très bien et on a de très bonnes relations avec la plupart des gens. Prochaine question, peut-être un peu plus concise. Bonjour, je m'appelle Valentine Boissier, je suis étudiante. J'ai une question pour vous, Monsieur Bazin, au sujet du marché russe, puisque donc j'ai réalisé mon mémoire sur la stratégie d'accord dans les BRICS. Et donc je me suis posé la question de qu'en est-il de la Russie, puisque c'est un de vos marchés qui est prioritaire, afin de devenir leader et de contrer Résidor, qui est le leader pour le moment. Donc savoir qu'en est-il aujourd'hui au vu de la conjoncture. La Russie, on a 27 hôtels en Russie et on va en ouvrir une bonne trentaine dans les 3 ans qui viennent. Donc, quand on a rouvert les 10 ou 15 de plus, on sera le premier opérateur en Russie. C'est un marché très compliqué en ce moment. Ça, je ne vais pas vous raconter des bêtises. Bizarrement, Moscou se tient bien. Moscou résiste. C'est un marché dans lequel, depuis le début, et avec raison, nous sommes opérateurs, franchiseurs, nous ne sommes pas investisseurs en Russie, donc on ne prend pas de risque de capitaux. Les investissements sont pris par des acteurs locaux, donc ils maîtrisent beaucoup mieux l'environnement géopolitique. Mais c'est exactement comme la Chine, ça fait partie de ces pays dans lesquels je ne suis pas sûr qu'on gagnera jamais beaucoup d'argent. Je suis sûr par ailleurs que le caractère géostratégique, politique, démographique de la Russie vaut la peine d'y être et d'y être un acteur dominant. Donc c'est une question de modèle de détention, sur lequel je vous dis on est ce qu'on appelle asset light. Donc il n'y a pas d'investissement du groupe Accor, sauf un investissement humain, car ce sont nos équipes, nos managers et donc nos collaborateurs là-bas, puisqu'on est opérateur. Mais le risque financier, voilà, il est pris par des acteurs locaux. Donc on ne partira pas de la Russie. C'est une des choses que vous m'y faites penser, qui est très importante, et là je rends grâce à mes prédécesseurs tous,
c'est que Accor a réussi pendant 50 ans à ne jamais quitter un pays pour des raisons politiques. Jamais. C'est-à-dire qu'on fait des paris pour une démographie, une population, un modèle économique et dans lequel on se doit d'être là, y compris dans les mauvaises années. Ils ont eu bien raison de le faire sur plein de pays. Et donc grâce à ça, la Russie est et restera un des pays importants pour Accor. Ça ne l'est pas aujourd'hui, mais en termes de démographie, de voyageurs internationaux, on se doit d'être en Russie. Bonjour, Christian Souchon. Je suis président d'une association qui fait de l'hébergement d'urgence sur des péniches amarrées à Conflans-Sainte-Honorine, à côté d'ici. Et je voulais savoir, c'est une question qui s'adresse à tous les deux, ce que vous faisiez en matière de RSE. Alors nous, on n'emploie pas vraiment RSE comme terme. On fait quelque chose... on travaille avec pas mal d'associations et autres. Je vais juste donner un exemple qui vient même pas de nous, qui venait de notre communauté, d'un produit qu'on a lancé à la base sur une idée de quelqu'un dans l'urgence. C'était à l'occasion de l'ouragan Sandy à New York, où un de nos hôtes en fin de journée nous dit voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'hébergement parce qu'ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont plus rien, alors que nous, on est dans des parties de la ville où globalement on est assez épargnés. On sait qu'il y a des gens qui ont du besoin et nous, on veut les accueillir. Comment on fait ? Dans la nuit, vous avez 3 ingénieurs qui se sont mis sur l'affaire, qui ont créé un petit outil. Le lendemain, le maire Bloomberg en parle à la télé et on a accueilli plusieurs centaines de personnes qui étaient délogées gratuitement. Les gens mettaient leur appartement à titre gratuit. Et il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été logées grâce à ça. Donc, c'est un exemple de quelque chose qui est venu d'un de nos hôtes qui nous a appelé, qui nous a dit voilà, il y a quelque chose où Airbnb peut aider, enfin nous en tant qu'hôte on peut aider, mais vous aidez-nous à aider les gens. Cet outil a été créé et depuis on l'utilise à chaque fois qu'il y a un problème, que ce soit dans la région de Gênes, il y avait eu quelques inondations il y a quelques mois, dans les îles Vanuatu, même si on n'a pas beaucoup de listings, on l'a mis en place aussi. Enfin, il y a pas mal d'endroits comme ça où on peut aider dans certains cas d'urgence pour voilà, aider la population. En termes d'hébergement d'urgence, on est en train de réfléchir avec plusieurs choses dans une association qui s'appelle Habitat et Humanisme pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc, ce n'est pas exactement nécessairement la même chose que vous pouvez faire sur les péniches, mais on essaie de voir un peu comment on peut être impliqué aussi là-dessus. Alors, nous, on est très peu présents sur l'hébergement d'urgence, sauf dans un certain nombre de cas, avec effectivement le SAMU social sur le téléphone, sur lequel on est extrêmement présent, mais on est présent avec un service qui est un service payant, dans lequel on est indemnisé pour l'occupation de l'espace. On est par contre extraordinairement présent depuis 30 ans sur tout ce qui est responsabilité sociétale, environnementale, développement durable. C'est beaucoup de moyens qui sont mis en place. Il y a une fondation qui est la Fondation Accor, dont 100% des moyens sont alloués uniquement aux communautés locales dans les 92 pays. C'est comment favoriser en fait l'émergence de la population locale, donner aux femmes un certain nombre de moyens financiers de manière à ce que ce soit moins indépendante de l'homme. L'environnement dans lequel on se situe. Accor, on plante 2000 arbres par jour. Donc on a déjà planté 3 millions d'arbres. Et donc il y a un certain nombre de programmes qui sont d'ailleurs destinés aux collaborateurs et aux clients, que vous voyez dans tous les hôtels Accor, dans lequel je le dis, parce que le Wi-Fi est gratuit dans tous les hôtels Accor depuis longtemps, mais dans lequel vous avez ces fameuses affiches étiquettes dans lesquelles on demande aux clients s'ils veulent bien laisser leurs serviettes pendues sur le crochet et que s'ils veulent qu'elles soient lavées, ils la mettent dans la baignoire. Et donc toutes les économies qui sont réalisées par le non-lavage de ces serviettes, donc économie d'énergie, économie d'eau et ainsi de suite, est donc totalement dédiée à l'environnement et donc à la plantation d'arbres dans le monde. Voilà. Ce qui est une fierté pour les collaborateurs et une fierté pour les clients. Merci. Une dernière question, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je m'appelle Juliette, je suis étudiante en marketing à Dauphine et je fais mon mémoire sur la consommation collaborative dans le tourisme de luxe. Donc on a vu de plus en plus de plateformes se développer, type One Fine Stay ou The Collectionist, donc qui proposent de mettre en location des villas de particuliers avec des services dignes d'un 5 étoiles, concierge, ménage, etc. Et je voulais savoir si chez Airbnb, vous pensiez à vous placer sur ce secteur, si c'était une éventualité pour vous ou pas. Voilà.
Alors, on a déjà ce type d'hébergement sur le site. Vous pouvez trouver aujourd'hui un loft à Paris pour 1 200 € la nuit si vous le souhaitez, si vous avez un petit peu d'argent pour passer la soirée. Vous avez des villas à plusieurs milliers d'euros la nuit. On ne l'identifie pas nécessairement comme un segment particulier et on n'offre pas nécessairement tous les services que les acteurs que vous venez de mentionner peuvent donner. Pour une raison assez simple, c'est qu'on change assez rapidement de business en fait. Quand vous parlez des acteurs que vous avez mentionnés, c'est surtout un point de vue logistique que c'est compliqué et ils deviennent plutôt des acteurs de logistique plus que des acteurs d'hébergement. Mais on a des choses qui existent sur le site et qui fonctionnent très bien, assez étonnamment. Beaucoup de gens pensent que à première vue, Airbnb est fait pour des backpackers qui ont entre 18 et 22 ans, qui vont trouver une chambre à 22 € la nuit. En fait, la moyenne des voyageurs pour des gens qui viennent à Paris, par exemple, est de plus de 40 ans, ce qui surprend quand même beaucoup de gens. Et vous avez des gens qui louent des biens à un prix non négligeable de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Mais on n'a pas nécessairement de vocation aujourd'hui à en faire une ligne de service particulière. Donc merci à vous. Le débat est maintenant terminé. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver pour un cocktail à la sortie qui aura lieu en cafétéria. Merci à tous. Merci.